Alors, je dirai un petit mot rapide. Je l'ai mis sur papier pour ne pas être trop bavard, sinon je m'étendrai et la parole ne m'appartient pas, vous le comprenez. Alors, Monsieur Michel Onfray, les amis de l'université sont très honorés de votre acceptation à venir ainsi partager votre pensée avec la Réunion et votre acceptation très généreuse, je le précise, parce que vous avez peut-être lu dans les journaux que Michel Onfray ne se fait pas payer pour des conférences, ce qui est contraire à cette société. Quelques-uns, sans doute, ont la mémoire d'avoir pu suivre les conférences en 2009, il y a 10 ans exactement. L'affiche que Jean-Claude Vagin m'a remise en atteste là, c'était bien. 10 février 2009. C'est un dos que vous fait un des amis de l'université, un de nos amis fidèles. C'est bien. Alors, vos conférences sur Nietzsche et Épicure étaient remarquables. Et vous comprenez pourquoi cette salle aujourd'hui est comble, parce que déjà les uns et les autres étaient dans l'attente de votre revenu, si j'ose dire. Ce soir, le théâtre Luc Donat nous a prêté son concours pour voir grand, car ceux qui s'en souviennent, l'amphithéâtre 350 à l'université était plus que bondé, et donc ce soir nous sommes quand même un peu plus à l'aise. Et nous disons toute notre reconnaissance au directeur, M. Juret, et à toute son équipe, naturellement. Les amis de l'université n'ont pas cela pour devise, mais quand même ce soir, je dirais, jamais seul. Parce que, ce n'est pas notre devise, bien sûr, mais depuis 1993, je tiens à le souligner, nous bénéficions du soutien permanent de l'université, ça doit de soi, mais aussi de la mairie de Saint-Pierre. Et ce soir, de façon un peu plus ponctuelle, nous avons également le soutien du Crédit Agricole. Je salue ici M. Van Romers, puis le président de la caisse locale de Saint-Pierre, et voyez la générosité du Crédit Agricole. De la même manière, je remercie également le fonds local, non, je fais une erreur, le fonds Réunion, excusez-moi, le fonds Réunion des Talents, qui est donc attaché à la maison Leclerc, car ils nous apportent également leur concours. Donc merci à tous les représentants de ces institutions et organismes qui ont adhéré à ce beau projet philosophique. Alors, pour quelles raisons les amis de l'université vous ont-ils invité, M. Onfray? C'est peu de dire que M. Onfray est le philosophe le plus populaire de France et sans doute l'un des intellectuels les plus importants de notre époque, car aucun sujet ne lui est étranger. Vous connaissez, c'est quasiment une citation de Terence qui disait « Rien de ce qui est humain ne nous est étranger ». Eh bien voilà, vous êtes un descendant d'un philosophe célèbre qui est Terence. L'on peut ajouter que les écrits de Michel Onfray, autant que ses prises de position, je mets le mot entre guillemets, secouent la France et provoquent donc la réflexion en ne laissant personne indifférent. Il sait passer les faits, les doctrines, les croyances et même les personnages publics par l'étamine au risque d'être dérangeant et provocateur, voire cynique. Le mot étymologiquement signifie le chien. Et donc, peut-être y a-t-il un peu de chien chez vous, dans vos propos, surtout quand le vôtre s'appelle Diogène. Mais vous le verrez, c'est un toutou extrêmement mignon, le chihuahua. Et voilà 2 jours que nous partageons la vie, si je puis dire, à la fois donc, de Michel et de Dorothée, son épouse qui est là. C'est un vrai bonheur. Voilà. Les amis de l'université sont également très sensibles au fait que vous ayez créé à Caen une université populaire, et je pense que dans la salle il y a un certain nombre de personnes qui ont fait leurs études à Caen. Qui sont-elles? Vous voyez, ça nous fait une bonne dizaine de personnes. Vous êtes ici en famille, monsieur Onfray. Votre université populaire
s'appuie sur une volonté de démocratisation de la culture en dispensant gratuitement un savoir au plus grand nombre. Nous y sommes. Et le projet est fondé sur l'idée que le désir de savoir est considérable. Au fil des 26 années de leur existence, les amis de l'université ont toujours revendiqué des valeurs identiques, leur objet social étant notamment de créer du lien social par le savoir. Ce soir d'ailleurs, c'est la 734e conférence depuis 1993. Merci. C'est le chiffre maintenant au bonheur. Voilà. J'en ai terminé. Entrons maintenant dans le cosmos. Et je présente également Stéphane Gombaud, qui est donc professeur de philosophie en classe préparatoire et qui sera l'animateur de la conférence, donc auprès, à la droite du père, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est à la gauche, avec mes excuses. Parole publique. Voilà, l'animateur. Et donc, cela durera environ 1h, 1h15. Et bien évidemment, vous aurez la parole pour poser des questions bienveillantes, cela va de soi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour à tous, chers amis de l'université, chers amis philosophes. J'ai l'honneur et le grand plaisir de dialoguer avec Michel Onfray au sujet donc, de ce livre assez récent, Cosmos, et d'entamer donc ces 3 conférences, pas exactement sur la trilogie c'est Cosmos, Décadence et Sagesse. La première conférence donc c'est sur Cosmos et la philosophie de la nature, la seconde qui aura lieu à Saint-Paul sera sur Décadence et la troisième sur la philosophie politique. Alors, on précisera peut-être après. Pour le moment, on va se concentrer donc sur notre sujet, ce livre que certains... Est-ce que ça résonne? Non, ça là, je l'ai en format de poche, Cosmos, que certains ont peut-être lu pour venir à la conférence et que d'autres vont lire après. On va voir, on va rentrer dans le vif du sujet, donc avec une première explication du titre, si vous le voulez bien, parce que tout le monde sait ce que c'est que le cosmos, qui nous surplombe, qui nous englobe, qui nous domine peut-être, qui parfois nous effraie, ou qui tout simplement nous fait penser. Première question, donc, parce que c'est un jeu de questions-réponses, on va voir si ça fonctionne. Moi je trouve juste des pistes, et peut-être indique des problématiques ou un certain nombre de points qui peuvent poser question. Donc, comment envisager ce cosmos pour peut-être y habiter ou y faire sa vie? Oui, merci Stéphane d'avoir travaillé sur ce livre, et puis merci à vous d'être là ce soir si nombreux. C'est une double question, puisque finalement il y a une réponse générale et collective, je dirais, qui convient pour tout le monde. Le cosmos, en grec, c'est de l'ordre des choses, l'ordre du monde, l'ordre de ce qui est. Et puis il y a une réponse personnelle, c'est qu'est-ce que le cosmos pour moi? Comme chacun finalement peut se poser la question, qu'est-ce que le cosmos pour chacun d'entre vous? Et il se fait que j'ai beaucoup aimé mon père, que j'aime toujours. On va bientôt commémorer les 10 années de son décès. Et il se fait que j'ai une petite maison dans mon village natal, à Chambois, dans l'Orne, et mon père et mes parents ont une maison à 50 mètres à Vol d'Oiseau, qui était la maison de mon enfance. Et j'ai raccompagné mon père un soir, et nous passions devant l'église, il y avait une petite montée, une petite place qui grimpe, et à un moment donné, je prenais le bras de mon père qui n'en avait pas besoin, et à un moment donné, il m'a dit « il faut que je me mouche ». Et donc il a sorti son grand mouchoir à carreaux, moi j'ai regardé le ciel, et mon père m'avait raconté le ciel quand j'étais enfant, il m'avait raconté l'étoile polaire, première levée, dernière couchée, qui indique toujours le nord. C'était une leçon d'astrophysique, d'astronomie, mais c'était aussi une leçon de philosophie, peut-être d'ailleurs la première leçon de philosophie que je prenais à cette occasion-là. Alors je sais qu'après il y a des astrophysiciens ou des spécialistes en astronomie qui m'ont expliqué que je confondais l'étoile polaire avec Vénus, donc je le sais. Ne me reprenez pas là-dessus, mais je ne changerai rien. Ce sera toujours pour moi l'étoile polaire, puisqu'elle est plus mythique qu'astrophysique. Et j'ai regardé le ciel pendant ce temps-là, pendant que mon père se mouchait, et le ciel était tout d'une drôle de couleur, lit de vin. Il n'y avait pas d'étoiles, et j'ai dit à mon père, ce soir on ne verra pas notre étoile polaire, et mon père m'a dit non, ce soir le ciel est couvert, et il est mort, debout, dans mes bras. Et donc, il n'est pas tombé, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai allongé, à même le sol, et
pour l'athée que je suis, il y a eu un moment donné où quelque chose est passé de lui à moi. Je ne crois pas à l'âme, je ne crois pas au transfert des âmes comme il y aurait des transferts entre deux récipients, avec une âme qui passerait d'un corps à l'autre, ou deux âmes qui n'en deviendraient plus qu'une. Il se fait que j'ai expérimenté un certain type de passage, et je reste athée, et je ne pense pas que ça ait à voir avec de l'immatériel ou de l'immatérialité. Et je me suis dit, eh bien maintenant, tâche d'être à la hauteur. Quelques jours plus tard, on enterrait mon père, c'était dans l'église de mon village. C'était un jeudi, il pleuvait à verse, mon père avait 88 ans, l'église était pleine, et il pleuvait, et les gens étaient sur le parvis, et je me suis dit, bon, à 88 ans, quand il y a encore autant de gens pour vous accompagner, c'est que finalement, mon père a donné un sens à sa vie, c'était une belle personne, et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, au deux sens du terme, ce soir-là, c'est ce qui était passé de lui à moi, ce que j'avais reçu, l'héritage, qui était le mien, c'était pas tant un héritage, j'ai eu un héritage que je n'ai jamais touché, c'était un héritage inférieur à 10 €, mais même symboliquement, je n'ai pas voulu le toucher. Mais il m'a tellement donné, j'ai tellement reçu qu'avec ce livre, j'ai voulu expliquer ce qui s'était passé. Voilà pourquoi j'ai dit à cette époque-là que c'était mon premier livre. Je ne sais pas combien j'en avais fait à l'époque, 60, 70. Et c'était pas seulement un argument marketing, j'ai vraiment pensé que c'était la première fois que j'écrivais un livre et que les autres étaient des esquisses, des brouillons, et qu'il me faudrait partir au moins sur 3 volumes. Et donc j'ai appelé ça Brève encyclopédie du monde. Alors évidemment, je ne vais pas appeler ça encyclopédie, c'est un peu prétentieux, mais Brève encyclopédie, comme vous le savez, c'est un oxymore, même si la brièveté suppose des volumes de 500 pages à chaque fois. Et je suis parti pour 3 volumes qui sont faits, mais finalement, au troisième, je me suis dit, il m'en faudra encore 3. Donc il y a effectivement un cosmos, une décadence et une sagesse, et puis il y aura, je finirai avec une esthétique, mais il y aura un nihilisme et il y aura un anima. On va pas parler des livres qui sont à venir, mais de celui-ci. Donc effectivement, le cosmos, c'est l'ordre de l'univers, l'ordre dans l'univers, mais c'est aussi pour chacun la place qu'on occupe dans l'univers. Et je viens de fêter, enfin j'ai 60 ans, j'en aurai bientôt 61, mais j'ai connu une époque où effectivement on se moquait de l'écologie, où ça faisait rire quand Dumont, par exemple, était candidat au présidentiel et qu'il arrivait avec un pull, c'est-à-dire sans cravate, qu'il avait une pomme et qu'il nous expliquait que la planète allait disparaître et que tout le monde le prenait pour un fou. Et des années plus tard, tout le monde se soucie d'écologie et tout le monde a bien raison, même si l'écologie urbaine n'est pas la seule modalité de l'écologie. Et il se fait que, non philosophe que lui, puisqu'il coupe la philosophie en deux et que normalement après lui, 1859, l'origine des espèces, 1871, la filiation de l'homme, vous avez 2 livres majeurs qui devraient faire s'effondrer toute l'ontologie, toute la métaphysique, mais pas du tout. On n'a toujours pas tiré les conclusions de ce que nous avons appris avec Darwin. Darwin, très lisible aussi, très facile à lire, les ouvrages de Darwin. Et donc, moi, je n'ai pas voulu me faire impressionner par le vocabulaire technique de la philosophie. C'est facile, vous apprenez 10 néologismes de Hegel, 10 néologismes de Heidegger, 10 néologismes de Lacan, 10 néologismes de Derrida, et vous pouvez impressionner votre monde. Et vous allez donner l'impression d'être extrêmement profond, alors que vous serez dans ce qu'on appelle le psychacisme, c'est-à-dire ce que font les perroquets. On répète et on jongle avec des mots et on impressionne son public, on a l'impression d'être profond. On ne l'est pas forcément. Je préfère effectivement une philosophie lisible, compréhensible, littéraire, pour tout dire, parce que c'est la tradition de la philosophie française, de dire nous pouvons nous trouver dans une formule comme celle-ci. Vous dites liste, pourquoi pas, je dirais accumulation aussi, mais si vous écoutez Fauré, on peut aussi imaginer qu'il y a des listes de notes chez Fauré, et qu'il y aurait peut-être trop de notes, comme on a pu le reprocher jadis à Mozart. Mais quand vous écoutez la musique de chambre de Fauré, vous dites qu'il y a une musique française, et cette musique française, elle a besoin de l'arabesque, elle a besoin de quelque chose de, je dirais, baroque, au-delà du siècle baroque à proprement parler, mais le barocco, à l'origine, c'est la perle qui n'est pas bien ronde, qui a une espèce d'imperfection, la perle qu'on trouve dans une huître. Et de fait, j'ai un style assez baroque, et je le revendique en disant il faut embarquer son lecteur. Il y a une politesse à l'endroit de son lecteur, mais il y a quelque chose de mieux encore, c'est le faire jouir dont je parlais tout à l'heure. Si on peut ne pas s'embêter quand on me lit, et si on peut éventuellement se dire « Ah, j'aime cette phrase, elle m'embarque et je me retrouve dans ce petit lavoir de mon village natal, au pied de la dive », alors j'ai réussi. Ce que je veux, c'est que mon lecteur puisse partager un peu de mes souvenirs quand j'étais enfant et que je me retrouvais au pied de la dive. Donc oui, c'est assez proustien en ce sens, assez littéraire. Évidemment, l'université n'est pas du tout ça, c'est la signature du forfait. Si vous êtes lisible et compréhensible, qui plus est si vous vendez des livres, alors vous êtes le dernier des derniers. Mais ça, c'est pas bien grave. Moi, je préfère effectivement
renouer avec la tradition française, et elle existe. Alors je ne porte pas de jugement sur les gens, mais si vous prenez de Bernard-Henri Lévy, par exemple, 1977, et on sait un peu que ce n'est pas forcément ma tasse de thé idéologique ou intellectuelle, mais il est lisible. Et si vous prenez Luc Ferry aujourd'hui, André Comte-Sponville aujourd'hui, ce sont des gens lisibles. C'est-à-dire qu'on a fini cette parenthèse, enfin il y a toujours des gens qui pensent qu'il faut effectivement être dans le néologisme, dans la création du néologisme, mais on arrive vraiment, là encore, moi je vous dis, je ne parle pas du fond de ces penseurs-là, mais de la forme, à cette idée que ça doit être lisible, parce que la grandeur de la philosophie française, qui a tant produit d'effets, Descartes a produit des effets considérables, Montaigne a produit des effets considérables, Descartes et le cartésianisme a produit des effets considérables, la philosophie des Lumières et la Révolution française, tout ça a produit des effets considérables, le positivisme du 19e siècle, tout ça a produit des effets considérables, c'était la philosophie française. L'existentialisme n'a pas produit beaucoup d'effets considérables. Et ces philosophes-là, la plupart du temps, tous étaient marxistes, c'est-à-dire hegéliens. Et je pense qu'il est bon que cette parenthèse-là soit fermée et qu'on aille vers une philosophie plus littéraire. Oui, alors il y a des passages qui sont alors, beaucoup moins remarquables pour le style, mais effectivement plus didactiques. Chaque partie commence par un petit récapitulatif de ce qui va être traité. Et puis il y a aussi, à la fin de l'ouvrage, un abrégé des abrégés qui reprend les différentes sentences qui ont été donc proposées à la réflexion dans ces différents développements. Et c'est pas terminé. Ensuite, il y a une bibliographie commentée qui donne envie peut-être donc d'explorer d'autres auteurs très lisibles, enfin qui donnent effectivement là, une série de clés supplémentaires pour approfondir la réflexion. Alors peut-être revenir sur cet abrégé, des abrégés avec quelques sentences, pour explorer davantage donc, cette dimension éthique, cette sagesse sans morale, vers laquelle à laquelle on est invité, parce que vers une sagesse sans morale, c'est pas un projet achevé. Alors il y a à nouveau une liste d'énoncés, mais c'est pas un problème de style, c'est juste un récapitulatif. La première, c'est sculpter la nature, pas la supprimer. La dernière, cesser dans le monde de vivre hors du monde. Et il y en a beaucoup d'autres. Alors elles sont parfois des mises en garde, comme ça, des avertissements directs ou indirects dont on peut peut-être au cours d'une journée se souvenir. Vivre le temps des astres plutôt que celui des chronomètres, par exemple. Il y a des résolutions à prendre, auxquelles on est donc comme invité, parce que c'est un effort sans doute qui doit se poursuivre dans la durée. Par exemple, coïncider le plus possible avec le mouvement du monde. Je préfère ne pas commenter, chacun peut-être entend ces différentes sentences et puis voit si ça résonne en lui. Il y a des refus très nets aussi qui sont exprimés dans ces différentes sentences. Récuser la pensée magique, récuser tout savoir inutile d'un point de vue existentiel. Des adhésions qui aussi sont exprimées, comme augmenter sa présence au monde, emprunter aux artistes leur voie d'accès au monde. Et puis, différents savoirs qui sont préconisés, connaître les lois du vivant en nous, connaître le fonctionnement de sa psyché matérielle. Alors j'en retiens deux peut-être pour maintenant réfléchir davantage, à moins que vous vouliez déjà revenir sur les premiers, peut-être le plus énigmatique, sculpter la nature, pas la supprimer, ou... Oui, on peut faire ça. C'est drôle que vous lisiez ça, parce qu'effectivement, j'ai fait un très gros livre, et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il faut pouvoir être synthétique, et j'ai fait cette liste là pour le coup, et à un moment, alors on se fait corriger par des gens dont c'est le métier chez l'éditeur, si on oublie un S pour un accord, ou si on accorde mal un mot, ou si on l'orthographie mal, on oublie un N quand il y en a deux, ou je ne sais quoi, il y a des gens dont le métier consiste à, comme on dit, préparer la copie. Ce qu'on appelle l'éditeur chez l'éditeur, c'est le personnage qui travaille au texte, et à un moment donné, on corrige les épreuves, c'est-à-dire qu'on a un gros paquet de feuilles, et puis on commence à corriger, puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun point-virgule, alors que je mets beaucoup de points-virgules, j'utilise beaucoup les points-virgules. Un point, c'est un point, une virgule, c'est une virgule, un point-virgule, c'est pas la même chose. Ben, elle a trouvé que c'était pas utile, donc elle a fait sauter tous les points-virgules. Et puis à la fin, je me suis dit, mais cette liste, elle est où? Elle avait fait sauter ça en disant 25 ans, 25-30 ans. Et elle expliquait que mon livre était trop gros, qu'il fallait quand même enlever des trucs, et que ça, je l'avais déjà dit.
Je dis, bah ouais, c'est pas une conclusion, c'est une synthèse, c'est pas exactement inutile, parce que, ah bon, vous croyez? Non, je ne crois pas, je suis même très sûr. Il faudrait garder ces choses-là. Alors, j'ai eu en tête un précédent célèbre, c'est-à-dire que les œuvres complètes d'Épicure sont lisibles avec une heure de temps, vous avez lu l'œuvre complète d'Épicure, alors qu'il a écrit 300 livres. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les 300 livres aient disparu et qu'il ne nous reste que 3 lettres? Une lettre à Hérodote, une lettre à Épicure, et une lettre à Ménécée et une lettre à Pythoclès. Et c'était des lettres dans lesquelles il disait « je fais ma synthèse sur l'astronomie, ma synthèse sur les sciences, par exemple, et ma synthèse sur la morale ». La lettre à Ménécée, c'est la synthèse de la morale d'Épicure. Alors là, pour le coup, vous avez lu ça en moins d'une demi-heure. Et je me suis dit, mais c'est formidable parce que c'est toute la pensée d'Épicure qui est concentrée. Et je me proposais ça, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit synthétique et puis qui puisse permettre de dire, ah oui, tiens, effectivement, tout ce qui a été dit en 500 pages, j'aurais peut-être pu l'oublier, là je le récapitule sous forme de sentences. Donc vous avez raison, il y a, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de sentences qui sont autant d'occasions de dire, mais ce sont des sentences utiles. Il ne s'agit pas de les apprendre par cœur pour passer un examen. Il s'agit juste de se dire, si je les médite et que ça produit des effets dans ma vie, alors c'est formidable. Enfin pour moi c'est formidable. L'idée qu'un lecteur puisse vivre quelque chose qui est écrit quelque part, il n'y a pas de meilleur cadeau qu'on puisse faire à un philosophe que de dire « vous m'avez été utile, ici, là, ailleurs, etc. » Et donc, sur cette idée, sculpter la nature plutôt que de la détruire, alors là, pour le coup, vous allez comprendre assez rapidement, parce que depuis quelques années, on détruit totalement la nature. Ce sont souvent des pensées urbaines, par des intellectuels qui sont nés dans le béton, dans le bitume, et qui vivent dans des bibliothèques, et qui ne savent pas ce qu'est le réel. Et vous avez aujourd'hui, tout le monde a probablement vu ça sur Internet, un homme blanc barbu qui s'en vient dire à Daniel Schneiderman qu'il est une femme et qu'il est de couleur. Alors là, on se dit, si effectivement un homme blanc qui porte la barbe nous dit qu'il est une femme noire, imberbe, on se dit effectivement, jadis on aurait appelé une ambulance, et aujourd'hui on présente ses excuses. Je n'avais pas vu, effectivement, que vous étiez une femme, je présente mes excuses. Je n'ai pas vu que vous étiez noir, puisque monsieur nous dit qu'il est libanais, qu'il est de couleur. C'est intéressant de savoir qu'un libanais est une personne de couleur. Et ça procède de cette négation de la nature. Il n'y a pas de nature, il n'y a que de l'artifice, il n'y a que de l'artefact. Donc les garçons, ça n'existe pas, les filles, ça n'existe pas. Vous avez juste à la naissance une espèce de cire vierge sur laquelle on va dire hop, garçon, hop, fille. Mais éventuellement, on peut être ni un ni l'autre. Ou éventuellement, on peut être l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, etc. J'ai dit tout ça est formidable, mais par exemple, un transsexuel qui veut changer de sexe, il se fait faire des injections d'hormones. Il se fait opérer, il se fait enlever des organes ou greffer des organes. Ça, c'est la nature. C'est-à-dire que quand il arrive un enfant à la naissance, on ne dit pas il est de sexe indéterminé, ou alors c'est un problème. Et là, effectivement, je ne vous le souhaite pas. Mais on dit petit garçon, petite fille. Et je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a effacé à ce point la nature en disant il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de testostérone, ça n'existe pas, il n'y a pas de caractéristiques tout à fait particulières qui nous permettraient de dire on a ici de la nature, et par exemple un animal sauvage ou un animal d'élevage. On a eu un peu une discussion hier soir sur ce sujet-là, mais les véganes, par exemple, estiment que les animaux dans les batteries sont des animaux sauvages. Il faut libérer les poules, il faut libérer les cochons, il faut libérer les chevaux, etc. Formidable, mais ce sont des animaux domestiques. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Parce que justement, la différence entre la nature et la culture, c'est pas exactement la même chose. Ce sont des animaux qui, de sauvages, sont devenus effectivement domestiques et qui, relâchés dans la nature, disparaîtraient, détruits par la nature. Donc effectivement, il y a un moment donné où cette incapacité à penser la nature véritablement, alors après je ne dis pas que c'est mieux d'être un homme plutôt que d'être une femme, mais je dis il y a de l'homme, il y a de la femme, rien n'interdit après à un homme de vouloir être une femme de vouloir être un homme. Je ne suis pas sur cette théorie-là, sur l'interdiction qu'on puisse penser ainsi, mais je suis sur cette idée qu'il faudrait que nous puissions penser à partir de la nature, à partir du réel, et pas du tout à partir de fiction. Et ce sont des théories qui sont celles de Foucault, qui sont celles de Deleuze, de Derrida plutôt, mais de Deleuze aussi. C'est la théorie post-68 art qui nous dit effectivement qu'il n'y a pas de nature, il n'y a que de la culture, il n'y a que de l'artefact, et nous ne serions jamais qu'une page blanche sur laquelle il suffirait d'inscrire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est faux. C'était une façon d'évincer le marxisme, c'était en gros aussi une façon d'évincer Sartre, qui était dominant dans le champ sociologique et dans le champ politique et dans le champ philosophique à cette époque-là, en disant bon, Sartre, t'as fait ton temps,
parce qu'il y avait effectivement des déterminismes historiques chez les marxistes. Et c'est impossible à nier. Mais là, non, il n'y a pas de déterminisme historique. Il n'y a pas de déterminisme sociologique, il n'y a pas de déterminisme biologique. Il n'y a que l'existentialisme sartrien. Vous êtes pur vouloir ou pure volonté. C'est faux. Un petit garçon qui naît aujourd'hui dans l'Afrique noire, où il y a une famine, par exemple, c'est pas exactement la même chose qu'une petite fille qui naît dans le 16e arrondissement à Paris. On fait ce qu'on veut de son corps, et on peut effectivement vouloir changer de sexe, j'ai rien contre ça. Mais je voudrais juste qu'on arrête de croire que tout le monde devrait s'indexer sur cette idée qu'il n'y aurait plus de nature. Et qu'il faudrait ne penser qu'en termes de culture et d'artefacts. Il y a derrière cette idée terrible le projet des GAFA, du capitalisme planétaire, dont l'Europe de Maastricht est une courroie de transmission. Il s'agit de fabriquer du transhumain. Et pour fabriquer du transhumain, c'est-à-dire le projet totalitaire le plus extraordinaire qui aura été construit sur cette planète, il nous faut effectivement que nous puissions effacer les corps. Les corps n'existent pas, vous êtes interchangeables. On enlève des organes, on remet des organes, on utilise de la matière et puis on utilise de l'outil ou de la machine. L'intelligence artificielle est là. On est aujourd'hui capable de donner des souvenirs à des souris ou à des rats, des souvenirs de choses que les rats n'auront pas vécues. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui les moyens de donner des souvenirs de choses qui n'ont pas été vécues à des animaux. Ça veut dire qu'on a les moyens de supprimer des souvenirs qu'on a déjà eus. Je ne suis jamais allé en Chine, mais on peut très bien me donner des souvenirs d'un voyage en Chine que je n'ai pas fait. Et si j'ai fait vraiment un voyage en Chine, et qu'on n'a pas envie que je me souvienne de ce voyage en Chine, on efface le fait que j'ai pu aller en Chine un jour. Et je dirais toute cette artificialisation du monde, toute cette négation de la nature, elle vise effectivement le projet d'un capitalisme sans partage, qui marchandiserait les corps, d'où justement les gestations pour retrouver ce genre de choses. On avance petitement comme ça, et on considère effectivement qu'il n'y a que de la matière, pour le coup. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que mon matérialisme ne pouvait pas être aussi sommaire que celui-ci, parce que je crois qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui, mais le corps est irréductible. Il y a un corps. Mais comme effectivement on ne s'adresse plus à ce corps autrement que sur le mode de la culpabilité, il faut manger ceci, il faut manger cela, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas rouler sans voiture, sans ceinture de sécurité, il faut faire de la trottinette, de préférence, etc., la voiture électrique plutôt que tracteur, et ce genre de choses qui font qu'on vous dit, mais non, le corps, c'est vraiment l'objet de répression terrible. Répression terrible du corps jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une espèce de composé d'organes que nous pourrions changer. Donc on sait aujourd'hui, par exemple, qu'avec des cellules souches, on peut refabriquer des organes. Bah voilà, il y a un moment donné où des gens pourront avoir des banques de leurs organes, puisqu'à partir des cellules souches, on aura des cœurs disponibles, des foies disponibles, des poumons disponibles, des tissus disponibles, et qu'avec des cultures tissulaires, on pourra très bien refabriquer des individus, parce que de toute façon, le cerveau lui aussi sera susceptible d'être reprogrammé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'avec la machine, on peut faire de telle sorte que vous ayez des ordinateurs qui soient constitués avec des neurones. Le jour où on aura une informatique quantique, c'est-à-dire qu'on démultipliera les vitesses des processeurs, et bien à ce moment-là, effectivement, on pourra aussi changer le cerveau, puisque finalement les données que nous aurons fournies en tapotant sur notre téléphone portable sur le fameux cloud, et bien toutes ces données-là seront susceptibles, à partir d'algorithmes, de nous reconstituer comme des individus qui finalement ne seraient pas morts. Et donc il y a, dans ce projet du transhumanisme, alors pour le coup ce sera le dernier volume qui s'appellera Nihilisme, comme quoi je n'aurais pas besoin de revenir dans 10 ans, puisque j'ai déjà parlé de ce livre qui n'est pas encore fait, mais il y a dans ce premier travail qui consiste doucement à dire on efface la nature, mais non, vous êtes bien d'accord sur le fait que bon, un homme peut bien être une femme s'il a décidé de l'être, et puis il peut très bien décider d'être noir s'il est blanc, même si ça contrarie tout bon sens, on dit mais non, mais on a le droit d'être ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Non, 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 pas du tout, on ne veut pas librement ces choses-là, on les veut parce qu'effectivement, on nous invite à le penser, et on nous invite aujourd'hui à détruire les identités. Si dès l'école, on n'apprend plus à des enfants à se constituer une identité, mais à leur dire on va te constituer une identité floue, et que les parents constituent des identités floues aux enfants aussi, pas de problème. Si on a une identité floue, on est un vase dans lequel on peut mettre n'importe quel liquide. Si en revanche vous constituez une identité, alors ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas revenons à l'école de la Troisième République qui nous disait les hommes sont supérieurs aux femmes, il faut faire la guerre pour buter les boches, ce genre de choses. Je ne suis pas un réactionnaire, je ne suis pas un conservateur non plus. Mais je dis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de revenir à un ordre ancien, mais je dis simplement que petit à petit, avec des bons sentiments, on finit par nous faire accepter cet effacement de la nature. Vous dites que vous avez une grand-mère, elle est Alzheimer. Mais on a trouvé un médicament qui va faire de telle sorte que soit on va retarder son Alzheimer, soit on va empêcher son Alzheimer, soit on va guérir son Alzheimer. Vous êtes contre ça?
Ben non, mais vous êtes pauvres, très bien. Et bien en même temps, on est en train de faire des travaux qui nous permettent justement, en travaillant sur la mémoire, de faire de telle sorte qu'on refile à des animaux le souvenir de choses qu'ils n'auront pas vécues. Il faut qu'on puisse effacer le souvenir de choses que nous aurons vécues. Qui décidera de l'effacement ou de l'instauration? Aujourd'hui, si vous voulez lire là, si vous voulez parler de la recherche du temps perdu, le mieux, c'est de l'avoir lu, encore que les journalistes peuvent en parler sans l'avoir lu, mais si vous voulez bourgeois, dans les soirées mondaines, mais théoriquement, si vous voulez bien parler de la recherche du temps perdu, le mieux c'est de l'avoir lu. Donc ça veut dire passer du temps, ça veut dire avoir l'humilité de lire et puis de s'imprégner d'un monde, etc. Là, d'un seul coup, on aura la possibilité de faire de telle sorte que vous puissiez avoir une discussion sur les mérites comparés d'Odette de Crécy, de Verdurin, de Swann et tout ça, mais vous n'aurez jamais lu la recherche du temps perdu, puisqu'on vous aura donné le souvenir de quelque chose que vous n'aurez pas fait, c'est-à-dire que vous n'aurez pas lu la recherche du temps perdu, mais voilà. Vous pourrez faire la même chose en parlant des mérites comparés, des symphonies de Mozart et de Haydn, sans jamais avoir entendu une symphonie de Mozart et de Haydn. Mais qui derrière dira ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut mettre et pourquoi faire? Et qui décidera de ça? À chaque fois qu'on utilise Google, enfin tous les GAFA, dès qu'on utilise ça, en disant ben, j'ai juste réservé mon billet de train, j'ai fait que ça, pas du tout, on a donné de l'argent à ce projet qui est un projet transhumaniste, qui a besoin dès à présent de nous laisser croire que la nature n'existe pas, qu'il faut effacer la nature, qu'il faut éradiquer la nature, et que nous ne serions que des purs êtres de culture. Je trouve que c'est effectivement le début de la fin, ça sent le début de la fin pour nous, et ben je m'arrête là-dessus, parce que autrement... Mais non, on peut continuer, au contraire, je pense, parce qu'il y a plusieurs pistes qui ont été lancées, là, sur cette grande question de la liberté, finalement. Peut-être pas dans l'ordre. Revenons donc à deux sentences pour évoquer peut-être cette dimension aussi du choix dans l'existence, avec une petite sentence, identifier les prédateurs pour savoir s'en prémunir, et puis une autre, refuser d'être un animal prédateur. Oui, mais c'est pas si simple. Si on y réfléchit bien, par exemple, votre père vous a donné aussi une leçon avec les serpents, en apprenant à les identifier, puisque une couleuvre inoffensive n'est pas une vipère. Mais alors, la leçon après, c'est quand même qu'il faut se méfier de tous les serpents, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper. C'est le principe de précaution, d'une certaine manière. Donc, identifier les prédateurs pour savoir s'en prémunir, oui, et le principe de précaution. Et puis, refuser d'être un animal prédateur, oui, on comprend aussi derrière peut-être, ça dirait d'être un salaud, d'être un, je sais pas, voilà, un mauvais homme. Mais Darwin, dont on parlait tout à l'heure, nous rappelle quand même que nous sommes fondamentalement des prédateurs. Alors, que faire de cette peut-être aussi instinct, si on emploie le mot, ou cette force vitale qui nous pousse peut-être aussi à prendre la vie des autres, ou à nous en soucier un peu moins qu'on devrait? Oui, alors la question de la liberté est essentielle, vous avez raison, et c'est vrai que trop souvent on a l'impression qu'il faut répondre par oui ou par non, comme on y contraint aujourd'hui, souvent pour ou contre le voile, pour ou contre la GPA, on peut dire attendez, on va d'abord penser, puis après éventuellement on répondra sous forme de oui ou non. Mais il y a effectivement un moment où il faut se poser la question de Darwin, qui est une question essentielle, je disais tout à l'heure qu'on en avait parlé un petit peu tous les deux, et Darwin nous dit qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais des différences de degré. Et je pense effectivement qu'il y a des différences de degré qui ont à voir justement avec cette question de la liberté. La liberté n'est pas donnée, elle est à construire. Et un enfant à qui on dirait « vas-y mon petit chéri, je te laisse faire ce que tu veux quand tu veux », on le détruirait. Et on ne le construirait pas. Donc il y a une phrase de Nietzsche qui est très belle et qui est « se créer liberté ». La liberté, ça se crée. Ce n'est pas quelque chose de donné, on confond la liberté et la licence. Et donc construire la liberté, c'est justement expliquer ce qu'est le réel, véritablement. Et que nous dit Darwin? Il nous donne une leçon d'éthologie, et l'éthologie devrait avoir remplacé la métaphysique. L'éthologie, elle nous dit, mais regardez se comporter les animaux, et vous verrez comment vous vous comportez vous. Comment nous nous comportons, nous. C'est-à-dire que quand vous voyez les parades amoureuses des mâles et des femelles, et que vous avez effectivement des mâles qui sont en train de gonfler des jabots et des trucs incroyables avec des machins rouges là, qui sont en train d'attirer la femelle, qui font des parades, ils sautent sur place, ils font des trucs incroyables, et puis on voit la femelle qui... etc. Mon hôtel est juste sur la plage. J'ai vu sur la plage comment ça marchait avec les garçons et les filles. C'était exactement la même chose. Les techniques de drague, les types, alors, les tatouages, les décolletés, les façons de regarder, les façons de tenir la cigarette, de tenir la bouteille, de faire des gestes, etc. C'est-à-dire que si on a compris effectivement que toutes les
pratiques humaines étaient des pratiques animales, alors les techniques de séduction, les techniques de pouvoir, les techniques de domination, les techniques de soumission, tout ça devient extrêmement clair. Il y a des mâles dominants, mais on ne l'est pas toujours. Le mâle dominant devient un jour mâle dominé, puis pour être dominant, il aura fallu qu'il se batte avec un autre mâle dominant qui lui aura cessé de l'être. Il y a les femelles des mâles dominés. C'est pas rien. Et on sait bien, par exemple, que les techniques animales, je parlais tout à l'heure de jabot gonflé, bah, si vous avez une Porsche et que vous avez une carte bleue et que vous allez emmener votre chérie dans un restaurant 4 étoiles, vous faites exactement la même chose que le truc qui fait le truc incroyable, et la poule qui danse elle-même sur le... Et évidemment, c'est pas forcément visible quand on regarde la plage de Saint-Pierre, et c'est pas forcément visible quand on est dans un restaurant chicos où on voit à la table d'à côté très exactement la poule qui saute sur sa chaise, métaphoriquement, pendant que l'homme est en train, métaphoriquement aussi, de gonfler son jabot de rouge. Et on se dit, mais l'éthologie devrait faire la loi, elle ne fait pas la loi. Nous avons, on le sait, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette théorie des 3 cerveaux, nous avons un cerveau reptilien, nous avons un cortex et un néocortex. C'est ce qui nous distingue des animaux. Le cortex, c'est ce qui nous permet le langage, l'humour, par exemple, la métaphysique, l'art, ce genre de choses. Que je sache, il n'y a pas d'humour chez les éléphants, ou de supplément d'âme. La gastronomie, elle existe chez les humains, elle n'existe pas chez les animaux. L'érotisme, il n'y a pas de porte-jartel chez les rhinocéros. Ainsi, les gens semblent au courant. Mais, donc, effectivement, le supplément d'âme, c'est ce qui fait que nous avons un cortex et que nous sommes capables d'ajouter à ce que les animaux vivent sans être capables eux-mêmes, les animaux, d'ajouter ceci ou cela. Donc je pense que quand on a cartographié les choses, on dit, mais oui, nous sommes effectivement, non, on ne descend pas du singe, on est un singe qui a évolué. On ne descend pas, nous sommes encore le singe qui a évolué, Darwin nous le dit. Et effectivement, nombre de comportements, et je le dis, vous avez parlé tout à l'heure des anguilles, le comportement des anguilles et le nôtre ont à voir. Des serpents, c'est ça, à voir, exactement. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse dire, mais regardez le monde en éthologue, n'oubliez pas que nous sommes des animaux, et à partir de ce moment-là, vous verrez comment le monde devient extrêmement clair, comment on comprend beaucoup de choses dans l'humanité, mais ajoutons à cela qu'effectivement, nous avons cette capacité de nous créer liberté. Et la création de la liberté, aucun animal n'en est capable. Les animaux ne sont pas capables de se créer liberté, ils sont capables de répondre à des défis. Ils sont capables d'inventer, par exemple, les poulpes sont capables de trouver un trou dans un endroit où on les aura placés pour pouvoir sortir et s'enfuir ou ce genre de choses. Donc on manifeste un certain type d'intelligence. Mais pour le coup, il y a dans le cortex des productions qui ne sont propres qu'au cortex. Si on ne travaille pas le cortex, et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus, alors effectivement, bien que si on veut faire une performance, il faut être entraîné. Dès qu'on cesse de s'entraîner, on ne fait plus de performance. C'est la même chose avec les pianistes. S'ils arrêtent de jouer 5, 6, 7 heures par jour, ils ne seront plus des bons pianistes. Et bien, c'est la même chose avec l'intelligence. Si on ne s'en sert pas, si on ne fait pas fonctionner le cortex, si on ne fait pas fonctionner la mémoire, si on ne développe pas tout ce qui est neuronal, on retrouve mon matérialisme, eh bien, nous n'aurons pas l'intelligence qui nous permettra pour le coup de dire tâchons de nous créer liberté, et que puis-je faire après avoir cartographié le monde comme il est. L'école ne l'apprend plus. Éventuellement les familles, quelques-unes l'apprennent encore, mais pas toutes. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir faire une cartographie du monde, une cartographie d'autrui, de voir comment l'éthologie fait la loi dans notre existence et de nous dire comment puis-je, ça c'est le titre d'un autre de mes livres qui s'appelle La sculpture de soi, mais comment puis-je sculpter ma propre personne. Je suis une espèce de bloc de marbre a priori, ou une pierre, pas forcément obligé de trouver un matériau noble, mais il faut sculpter cette pierre pour faire sortir une forme. Si on ne sculpte rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et nous serons effectivement plus des animaux qu'autre chose. Et l'invitation qui est la mienne, elle est toujours de dire à chacun, sachez que vous démarrez du singe qui effectivement vous a produit, mais qu'il y a dans ce singe une espèce de supplément d'âme qui fait que nous avons effectivement construit des cathédrales, que nous avons produit des opéras, que nous écrivons des romans, pas tout le monde, mais que les humains sont capables de ce genre de choses, et qu'ils sont capables justement, les humains, de créer de la liberté et de l'inventer. Donc c'est tout un travail pédagogique. D'abord il faut savoir que c'est possible, plutôt que de dire ah ben on est totalement libre, disait jadis la droite, et puis on est totalement déterminé, disait la gauche. Non, on est libre et déterminé dans des configurations particulières, et si on enseigne aux enfants, aux parents, ou à tout le monde, quelles sont les modalités des déterminismes, notamment les déterminismes naturels dont je parlais tout à l'heure, et si on enseigne au-delà de ces déterminismes la puissance de la liberté dans la mesure où on expliquera comment se constitue une liberté, alors pour le coup on fait le travail du philosophe. Nous sommes effectivement à une époque où de plus en plus de personnes reconnaissent l'animal qui est en eux, ou qui se mettent à penser aussi une opposition de l'humain et du non-humain.
l'animal non humain, l'animal humain, et vous prenez compte de cette complexité en remontant même aux plantes, la complexité des plantes qui fait l'objet de chapitres étonnants. Si certains n'écoutent pas toujours La Tête au carré ou des émissions de France Inter, ils peuvent être assez étonnés de voir par exemple ce que vous tirez de l'observation des plantes, bien sûr avec l'aide du scientifique, hein, pour révéler certaines choses, en particulier chez beaucoup de plantes, une ébauche de conscience ou tout simplement une sensibilité qui n'est pas simplement le réflexe de la sensitive qui se replie lorsqu'on la touche, et qui serait au niveau biochimique, puisque là il y aurait des échanges et une sorte de communication entre plantes d'une même espèce ou plantes de différentes espèces. Il y aurait bien quelque chose comme l'ébauche d'une conscience, et ça vous fait réfléchir un lien peut-être aussi, là, par-delà les différences morphologiques, entre ce vivant-là si étrange, radicalement autre, et nous-mêmes. L'exemple que vous prenez, c'est une drôle de plante, le Cypomatador, que vous avez même vu à Medellín, que vous avez touché, qui vous a touché. Alors, on peut peut-être évoquer cela, puis pour rebondir aussi sur une autre question, puisque si on a la question de la sensibilité, bien évidemment, il faut aussi penser à l'animal, puisque c'est lui qui est conscient de la douleur ou du plaisir d'exister. Et à ce moment, on peut sans doute réfléchir l'éthique en tenant compte de cette sensibilité, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les mouvements qui nous touchent maintenant de manière assez générale. Nous avons envie de ne pas être des prédateurs, au sens aussi où nous avons envie de ne pas faire souffrir les animaux. Il se développe toute une série là, de courants, végétariens, végétaliens, véganes, et vous discutez dans ce livre, ou plutôt vous donnez la parole à Peter Singer, entre autres, ou d'autres philosophes là, qui essaient de défendre cette thèse, et vous essayez de leur répondre, et peut-être de fixer des limites. Alors, comment envisager donc, cette sensibilité dans le monde vivant, y compris les plantes, et bien sûr aussi dans le monde animal? Oui, alors je ne savais pas qu'on dirait autant bien de Darwin ce soir, mais c'est vrai que quand Darwin nous dit il y a une différence de degré, pas une différence de nature, il dit des choses extrêmement intéressantes, mais à charge pour nous de dire ce que sont ces degrés. Parce qu'effectivement, si on demande de choisir entre la survie d'une salade et la survie de mon prochain, sauf si ce prochain est mon ennemi, et encore, mais je sacrifierais volontiers la salade, sans état d'âme. Et là, c'est la même chose avec un porc, par exemple. C'est pas forcément la même chose avec mon chien, parce que je me sacrifierais beaucoup pour garder mon chien, mais je veux dire, il y a un moment donné, on se dit, effectivement, il y a des hiérarchies, et ces hiérarchies sont constituées comment? D'abord, je pense qu'il faut arrêter de penser sur le schéma les animaux, les hommes, on les sépare absolument, et puis après d'imaginer que les végétaux seraient encore ailleurs. Il y aurait la pierre, il y aurait le végétal, l'animal et puis l'humain, parce que finalement, on est dans le schéma judéo-chrétien. Si vous prenez l'ordre de la création, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est ainsi que les choses se font, et on finit par l'homme. Et cette hiérarchie ne me convient pas. Ce qui m'intéresse, pour le coup, le matérialiste vitaliste que je suis, c'est de me dire qu'y a-t-il de plantes en nous, et qu'y a-t-il d'humains dans la plante. Et de fait, il y a des moments où on voit bien, par exemple, que, enfin pas vous savez pas, enfin, sauf pour ceux qui seraient vraiment, qui auraient l'habitude du continent, de la France, mais je veux dire qu'on voit arriver avec cette saison de disparition de la lumière, enfin la raréfaction de la lumière et l'augmentation de la nuit, qu'un peu comme les plantes, il se passe quelque chose. Vous savez très bien que quand en France, pour parler de l'Hexagone, eh bien, il y a un moment donné où effectivement la lumière est moins importante. Donc à partir de ce moment-là, l'arbre comprend effectivement que l'hiver va arriver, et donc la sève descend, la sève n'est plus dans les feuilles jaunissent, brunissent, tombent, et on a à ce moment-là les feuilles de l'automne, puis on a l'hiver qui arrive, puis après on aura les bourgeons qui, etc. Et bien c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire que quand arrive cette période-là, d'une certaine manière, la sève descend et commence à déprimer parce qu'effectivement, on a moins de lumière, on a plus de nuit, et on voit bien qu'il y a des parentés entre le végétal et l'humain. Nous sommes indexés sur ce genre de choses, et puis quand on a du décalage horaire, etc., en France, on voit bien que les cycles cosmiques
l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons, toutes ces choses-là produisent des effets aussi bien sur les plantes que sur nous, bien sûr. Alors nous, on ne peut pas le savoir, parce qu'effectivement, on est au sommet de la création, donc ces choses-là ne nous affectent pas. Mais en fait, de plus en plus de psy nous disent aujourd'hui, mais non, c'est la déprime automnale, c'est la déprime hivernale, utilisez des lampes qui vont vous remettre de la vitamine, etc., etc. Donc on convient de ces choses-là. Et puis on commence à travailler, alors que des gens l'ont fait il y a très longtemps, mais avec de petits moyens intellectuels, parce qu'évidemment, on n'avait pas les observations qu'on peut faire aujourd'hui, mais certains sont aujourd'hui capables de dire qu'il y a un système neuronal dans la plante, et qu'il y a une communication. Alors de fait, parler de la tête au carré, moi j'ai beaucoup de Jean-Marie Pelt, et puis d'autres qui sont des botanistes, et qui racontent cette histoire que vous connaissez probablement, mais pardonnez-moi si vous la connaissez, mais je la rappelle un peu rapidement, mais c'est une histoire d'impala et d'acacia, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où des impalas sont en train, dans un territoire clos, de manger les écorces des acacias, et les acacias découvrent effectivement qu'ils sont en péril, et que si ça continue, eh bien, ils vont disparaître. Eh bien, ils envoient des informations, les acacias, aux autres acacias, qui sont des informations chimiques codées, on sait quel gaz, quel éthanol il s'agit, et les arbres, les acacias communiquent en disant « attention, danger ». Ils communiquent parce qu'ils ont une conscience du danger, parce qu'ils ont la possibilité de communiquer, et ils ont la possibilité d'une riposte. Parce qu'à partir de ce moment-là, les acacias dégagent une toxine qui fait que quand les impalas vont manger l'écorce, la toxine va tuer les impalas. Il y a un moment donné où les impalas, eux, font fonctionner leur intelligence, et les impalas diront « attention, on ne peut plus manger ce truc-là, donc stop, on donne aussi des informations, on ne touche plus aux acacias. » Quand les acacias vont découvrir effectivement qu'il n'y a plus aucun danger, alors ils vont cesser d'émettre cette toxine. C'est formidable. C'est-à-dire, si ça n'est pas de l'intelligence, c'est-à-dire cette capacité de comprendre dans quelle situation on se trouve, cette capacité de se projeter dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire pour un acacia de dire attention, risque de mort, nous risquons de disparaître. Ça veut dire qu'on peut se projeter dans le temps et qu'on a la conscience de ce qui va nous arriver dans le temps. Alors je ne dis pas que c'est exactement la même conscience que les hommes, mais c'est un mécanisme qui est extrêmement intéressant. C'est aussi un mécanisme qui permet de comprendre ce qui se passe, puisqu'à un moment donné, on dit bon, ça y est, c'est bon, on a assez fait maintenant, on arrête la production de cette toxine et on retrouve les dispositifs qui étaient les dispositifs précédents. Je dis, ben alors c'est quand même assez extraordinaire de voir effectivement que les plantes sont capables de se comporter comme ça. Et vous parlez du Cipomatador, c'est une phrase, c'est un mot, enfin, c'était deux mots qu'on trouvait chez Nietzsche, à un moment donné dans les fragments posthumes, il dit Cipomatador. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est une plante, c'est une liane. Et vous en avez des banyanes, par exemple, vous avez des plantes qui font un peu songer à ces choses-là, et cette plante, elle va dans les forêts, elle s'appuie sur d'autres arbres, et puis elle grimpe vers la canopée parce qu'elle veut la lumière. Et Nietzsche dit la volonté de puissance, c'est ça. Nous voulons toujours plus de lumière. C'est pas du tout ce que les nazis ont pu raconter, les fascistes, c'est pas du tout ça. Il y a en nous une vie, et il y a en nous une vie qui veut la vie en nous. Et bien la volonté de puissance, c'est ça. Elle nomme la vie qui veut la vie en nous. Et bien cette vie, elle est de la même manière dans l'anguille, elle se trouve de la même manière dans l'anguille, dans l'acacia, dans l'impala, dans vous et moi, et éventuellement, même si on peut aller jusque-là, dans les trous noirs, enfin dans les galaxies. On a vu récemment deux galaxies fusionner, n'en faire plus qu'une. Si c'est pas ça la vie du vivant, alors j'y comprends rien. Simplement, il faut arrêter de penser la vie à partir du modèle humain, en disant il ne parle pas comme nous, donc il ne parle pas. Mais si effectivement communiquer, ça doit être communiqué verbalement, alors évidemment, les animaux ne communiquent pas verbalement, et puis les plantes ne communiquent pas verbalement, mais si communiquer, c'est transmettre une information à quelqu'un qui ne sait pas, de façon à une entité qui ne sait pas, de façon à ce que cette entité sache, après que l'information lui eut été donnée, bah effectivement, les plantes le communiquent. J'ai découvert, après avoir écrit Cosmos, que, par exemple, quand on coupe les souches, quand on coupe un arbre, il reste une souche. Eh bien, cette souche, elle est en réseau avec une espèce de tissu, de rhizomes, une série de rhizomes qui sont des mycéliums, ce sont des champignons, qui donnent des informations aux autres arbres. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, quand j'ai planté un arbre dans mon jardin, il prend un peu trop de place, je me dis, on ne peut pas enlever cet arbre avec beaucoup de terre autour, et puis me dire, on le met dans un autre trou, et puis ça va continuer, ça ne repart pas comme ça. Pourquoi ça ne repart pas? Parce qu'on coupe cet arbre du réseau rhizomique qui lui permet d'avoir les informations que la nature donne à cet arbre. C'est-à-dire que les arbres sont en relation, ils sont connectés. Et cette connexion, elle rend possible les informations. C'est-à-dire que le savoir emmagasiné par un vieil arbre mort est toujours dans la souche, et si vous laissez la souche, effectivement, tout ce qui est réseau champignonnaire, disons-le comme ça, va rendre possible des communications aux autres arbres qui vont échanger des informations les uns les autres.
c'est formidable. C'est quand on découvre que la forêt, elle existe évidemment dans ce que vous voyez, et puis après dans la canopée, mais aussi dans les sous-sols, et que le vivant se manifeste dans les sous-sols, on se dit, mais ça se manifeste exactement de la même manière pour nous. C'est-à-dire que les informations que nous trouvons dans les familles, c'est l'interaction, c'est souffre-t-il. Vous avez parlé de Peter Singer, et Peter Singer pose cette question, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va très loin dans les conséquences du véganisme, puisque lui dit, mais après tout, un animal, et nous, c'est pareil. Et donc, on peut avoir des relations sexuelles avec les animaux. Et il dit, la seule interdiction d'une relation sexuelle, c'est qu'on puisse faire souffrir un animal. C'est-à-dire, pour être concret, du coup, il ne faut pas, vous allez lui faire du mal, mais un éléphant, vous pouvez, parce que ça doit pouvoir le faire. Et vous dites, mais non, moi je pense que ni la poule ni l'éléphant, parce qu'effectivement, ils font partie d'un ordre qui n'est pas le mien, c'est l'ordre des animaux, etc. Et il dit, ben voilà, vous êtes spéciste. Donc non, le problème, c'est pas interdit avec les animaux, c'est si vous leur faites du mal, oui, c'est interdit, mais si vous ne leur faites pas de mal, c'est tout à fait autorisé. Et donc, il donne des explications disant qu'il y a des gens qui ont travaillé sur les grands singes, et que les grands singes sont amoureux, qu'ils ont des pratiques sexuelles qui ressemblent assez à celles des hommes. Je pensais plutôt celles des hommes qui ressemblent plutôt à celles des singes, mais et il dit, ben voyez, regardez, quand on veut être vraiment cohérent, eh bien on doit pouvoir arriver à ce genre de conclusion. Et de fait, j'interroge, je ne suis pas dans le jugement, donc c'est pas bien, c'est bien, etc., mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais dire effectivement il ne faut plus d'animaux domestiques et libérer les animaux domestiques, bon ben d'accord, vous avez le pouvoir, et bien qu'est-ce que vous allez faire d'une stabulation dans laquelle vous avez 200 vaches? On les laisse dans la nature, mais si personne ne traite les vaches, elles vont mourir. C'est pas compliqué, parce que le lait n'est pas là pour faire des yaourts, a priori il est là pour faire des veaux, mais alors il va falloir que les veaux puissent téter les mères, etc. Ça devient compliqué. Les cochons n'existent pas dans la nature, il existe des sangliers, les vaches n'existent pas, il existait des aurochs, les chihuahuas n'existent pas dans la nature, il existe des loups. Et pour faire des chihuahuas, il faut avoir bossé. Vous avez vu un peu comment on passe du loup au chihuahua. Eh bien, tout ce travail de domesticité, de domestication, fait qu'une espèce d'incapacité à penser la nature autrement qu'à partir d'une espèce de séparation extrêmement simple. Il y a les animaux, puis il y a les hommes. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que les choses se pensent avec les méchants, les hommes, et puis les bons, toujours, les animaux. Et je dis donc, si vraiment vous vouliez être totalement vegan, vous libérez totalement les animaux dans la nature, et la nature va les détruire. Alors on a déjà découvert que des végans avaient effectivement compris ce genre de choses, et qu'ils pensaient qu'il fallait empêcher les prédateurs dans la nature. Formidable. Ils aiment tellement la nature qu'ils veulent castrer les lions. Parce que quand un lion saute sur une lionne, c'est pas toujours sympathique, et qu'effectivement, ils font des choses qui ne sont pas bien, et que, etc. Alors, il y a des gens qui pensent effectivement qu'ils sont toujours dans la nature, en estimant qu'il faudrait castrer les animaux qui sont des prédateurs pour qu'il n'y ait plus de prédateurs. Ça devient problématique, la conception de la nature, un certain nombre de véganes. Et donc, je pense que c'est une espèce de pensée culturelle de la nature, c'est une pensée idéologique de la nature qui méconnaît totalement ce qu'est la nature. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes urbain, plus vous risquez d'être vegan. Et moi, dans ma Normandie, là, vous n'en trouvez pas beaucoup des véganes, parce qu'ils sont sûr que chez les paysans, ils vont chercher le fusil de chasse en disant que le vegan, ils veulent bien le chasser comme ils chassent les sangliers. Il n'y a aucun problème. Donc on se dit effectivement qu'il y a deux excès, chez le chasseur qui va buter du sanglier et chez celui qui me dit que le sanglier est un cochon comme les autres, et qu'il faut effectivement le lâcher dans la nature. Disons, il y a une espèce d'incohérence qui fait effectivement que ça n'est pas viable. Parce qu'il y a un moment donné où, quand vous aurez libéré la totalité des animaux, vous aurez détruit un nombre incroyable d'animaux domestiques qui ne pourront pas vivre dans la nature, et puis après vous allez donner à la nature la puissance de la prédation. C'est-à-dire que la nature, pour le coup, va reprendre sa loi, mais ce sera la prédation dans laquelle l'homme disparaîtra. Parce qu'il y a un moment donné où, effectivement, quand on aura surmultiplié les animaux retournés à la nature et dangereux, c'est l'homme qui aura du mal à survivre. Donc je dis, c'est un programme d'extinction de l'espèce de penser la nature dans ces catégories-là. Justifie que vous mangez des entrecôtes ce soir bien saignantes. Je pense qu'il y aura aussi peut-être des interventions de la salle. Peut-être une dernière question? Parce qu'il y a tout un pan de l'œuvre qui n'a pas été abordé. Peut-être qu'on peut rattacher à ce moment-là, de manière très générale, cette partie de l'œuvre à l'idée d'information, puisque vous commencez votre ouvrage, vous l'avez rappelé, par évoquer votre père, alors qu'il vous a aussi transmis quelque chose de manière non verbale, parce que c'est vraiment l'idée essentielle, je reprends ces mots de la préface. Mon père qui ne faisait jamais d'autres leçons de morale qu'en vivant moralement. En vivant, pas en faisant des discours sur la morale, en écrivant des livres. Et il y a donc des personnes qui sont particulièrement sensibles à cette dimension existentielle sur laquelle vous insistez. Ce sont les artistes,
Donc la culture n'est bien sûr pas à bannir, au contraire, en particulier lorsqu'elle est donc dans l'émotion et lorsqu'elle réveille peut-être en nous aussi quelque chose de vital. Pour donner des exemples, peut-être qu'on peut reprendre, un artiste en particulier qui est fascinant, Archimboldo, et puis aussi le courant du land art, alors qui a été illustré aussi pour le livre Sagesse avec un paysage de la Réunion volcanique, c'est Nils Udo, qui dispose des feuilles de poinsettia pour peut-être évoquer une rivière de sang ou une... je sais pas, je sais pas quoi. Ben, c'est juste que mon éditeur a été incapable d'avoir les droits de la photo que j'avais choisie et qu'il m'a infligé ça et que je n'était pas mon propre choix. Il y a d'autres pratiquants du land art qui sont évoqués, qui ne sont plus américains, je ne sais plus exactement le nom, et qui a été... encore une autre catégorie, les poètes qui se livrent à l'art du haïku, tout un chapitre consacré donc à cette poésie qui n'est pas coupée de la nature du tout, au contraire, qui est l'expression du ressenti de la nature. Alors c'est la dernière partie qui s'appelle esthétique, et effectivement je trouve que dans notre Occident judéo-chrétien, c'est un peu normal, on a fabriqué une religion sur le corps d'un Christ qui n'existe pas, et sur le corps d'un ange, puis après sur le corps d'un cadavre, puis après on a dit aux femmes, vous allez vous débrouiller, mais il faudra être vierge et mère en même temps. Donc c'est un peu problématique, parce que si on est l'un, on n'est pas l'autre, et vice-versa. Et donc on a fabriqué quelque chose d'extrêmement présent sur une absence. Le corps du Christ, l'existence du Christ, c'est vraiment l'absence totale, et il n'y a pas plus présent que cette absence-là. Et donc il y a une espèce de tradition esthétique, qui est la tradition de, je dirais, de la présentification de l'absence. Et tout ça est fort sympathique, mais il y a un moment donné où on est dans l'ineffable, dans l'indicible, dans ce genre de choses-là. Moi, ça ne m'intéresse pas de retrouver la théologie quand il s'agira de parler des beaux-arts, ou des arts. La poésie, par exemple, au départ, je ne peux pas tout prendre, on ne va pas prendre Archimboldo, je ne vais pas prendre le land art, mais prenons par exemple le haïku, et parlons un peu poésie. La poésie, a priori, c'est le langage primitif, c'est-à-dire qu'elle est d'abord une musique. Et quand il n'y a pas de tradition écrite, mais qu'il y a une tradition orale, c'est beaucoup plus facile de scander quelque chose qui aura un rythme, parce que c'est facile à mémoriser. Et vous avez aujourd'hui des gens qui connaissent le Coran par cœur, exactement de la même manière que Kant connaissait l'Énéide par cœur. Aujourd'hui, plus personne ne connaît de livres par cœur, mais simplement à l'origine, les récits mythologiques, les récits légendaires étaient des textes scandés, étaient des textes qui étaient fabriqués musicalement pour être facilement retenus. Et la poésie, c'est ça, elle est d'abord orale. Et puis par la suite, elle va cesser d'être orale. Je ne fais pas l'histoire de toute la poésie occidentale, mais je dirais qu'elle cesse d'être orale avec tout un travail sur on pourrait dire peut-être à partir du baroque, même on commence à chercher des tournures compliquées, des choses extrêmement complexes, des choses très codifiées. Et puis après on arrive avec le Parnasse, on arrive après avec les symbolistes, on arrive ensuite avec les surréalistes, mais c'est surtout Mallarmé qui joue un rôle majeur. Donc Mallarmé nous dit en gros, si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave, c'est la musique qui est importante et la musique devient pure. Et on se dit, bon d'accord, c'est bien, c'est formidable, Mallarmé, mais il veut dire quoi exactement? Et c'est pas forcément important pour Mallarmé, c'est pourquoi il aime tant, il est tant aimé, je dirais, par les intellos cérébraux, les Boulez, etc., qui estiment que c'est formidable parce que, là encore, on est dans la présentification de l'absence. On reste très chrétien sur cette configuration-là. Et je dis, mais regardez, alors donc évidemment, quand Mallarmé arrive, eh bien, on a ensuite Isidore Isou, par exemple, avec le lettrisme, mais là, pour le coup, il n'y a même plus de mots. Il n'y a plus que des lettres qui sont associées comme ça. Et puis on prend le surréalisme, d'abord le surréalisme et ensuite le lettrisme, pardonnez-moi l'inversion, mais il y a dans le surréalisme cette idée que c'est l'image pure qui doit faire la loi. Et que ça peut être joliment sonore, mais que c'est d'abord une poésie d'image. Avec Isidore Isou, ensuite c'est une poésie de lettres, des lettres comme il y a les chiffres, il y a les lettres. Et il y a un moment donné où ça devient de l'abstraction pure. C'est-à-dire que vous avez certains poètes contemporains qui utilisent le Mallarmé j'allais dire du silence, mais du blanc, sur une page très grande et très blanche, vous avez 2 ou 3 mots, et on dit voilà, ça c'est le summum de la poésie. Alors le pas d'après, c'est le vide, il n'y a plus rien. Et donc c'est l'absence d'œuvre, c'est le conceptuel pur, ce genre de choses. Je mets en perspective cette poésie-là, la nôtre, la poésie occidentale, c'est un genre pratiqué par tout le monde, mais lu par personne. Tout le monde écrit des poèmes, mais personne n'est capable d'avoir un échange sur ce que sont les poètes vivants contemporains aujourd'hui. Si vous prenez une autre tradition qui ne sera pas judéo-chrétienne, c'est-à-dire qui ne fera pas de l'absence la pure présence, et que vous avez, par exemple, la poésie japonaise, la poésie chinoise d'abord, puisque le haïku procède des Chinois, mais les Chinois veulent jamais dire, les Japonais ne veulent pas dire qu'ils ont emprunté beaucoup aux Chinois, mais les Chinois d'abord, les Japonais ensuite, les Coréens aujourd'hui.
La poésie coréenne, évidemment, je ne lis aucune de ces langues-là, je ne lis que des traductions, mais ils ont en commun cette idée qu'ils n'ont pas rompu avec la nature. Vous pouvez frimer en vous prenant pour Mallarmé. Vous ne pouvez pas frimer pour faire un haïku, ça ne marche pas. Si vous faites semblant de faire un haïku, on vous voit tout de suite à l'œuvre, comme le maçon au pied du mur, ça ne tient pas debout. Pour qu'il y ait un haïku, il faut qu'il y ait une émotion particulière. Et il faut que cette émotion, vous l'ayez eue dans une logique panthéiste, c'est-à-dire la logique de Confucius ou de Lao Tzu, les logiques orientales. Et quand vous lisez les haïkus, alors bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du haïku, mais ça a été très codifié, puis après c'est devenu, il y a le haïku libre, jadis il y avait des mots de saison, maintenant il n'y a plus de mots de saison, c'est devenu, avec Kenshin, mais avec d'autres aussi, mais c'est devenu une espèce de poésie extrêmement efficace, où vous avez tac tac tac. Vous avez vraiment une espèce un coup de peinture, un deuxième coup de peinture, un troisième coup de peinture, paf, vous avez un paysage. Et vous avez surtout une émotion. Il faut avoir vécu quelque chose pour que le haïku vienne. C'est pas du tout le cas si vous voulez faire un poème à la Mallarmé. Là, il vous suffit juste de vous écouter, de vous lâcher, ou d'écrire sous vous. Ça marche très bien. Et à ce moment-là, vous aurez fait quelque chose qui ne sera lu que par vous, votre femme, votre maîtresse, vos amis, vos copains, les collègues, si vous êtes prof. Et donc, vous aurez fait un petit livret à bande d'auteur. Est-ce que c'est le but de la poésie? Si on prend des pays comme la Turquie aujourd'hui, comme l'Iran d'aujourd'hui, comme l'Afghanistan, la poésie est un art majeur et populaire. Et le Japon aussi. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, au Japon, dans les journaux, vous avez des gens qui publient toutes les semaines des haïkus. Est-ce que vous imaginez une page philosophie dans le supplément du Monde, par exemple? Il n'existe pas. Donc effectivement, il y a eu des traditions qui n'étaient pas judéo-chrétiennes et qui n'ont pas rompu avec la poésie des origines, qui est la poésie scandée, orale, verbale, musicale, faite pour être retenue, pour être presque chantée d'une certaine manière. Il y avait les Aèdes chez les Grecs. Et bien, quand on, par exemple, il y a des gens à qui j'entends parfois que l'Iliade et l'Odyssée, c'est pas de la prose. Ils ont lu en prose, puis mais non, ce sont des vers. Et ce sont des vers extrêmement élaborés. Tout ce qui est islandais, par exemple, tout ce qui est la poésie celtique, etc., c'est d'une complexité extraordinaire. Et c'était des gens qui étaient capables de l'inventer comme ça, au pied levé. Vous avez Kersozon, par exemple, que tout le monde connaît, qui est capable de fabriquer des alexandrins. Mais il ne se trompe pas. Il est bourré, il vous parle, il vous fait des alexandrins. Comment il a fait? Une espèce de mécanique qu'il avait totalement intégrée. Parce que c'est oral, et vous avez ça aujourd'hui en Turquie, en Afghanistan, je disais tout à l'heure, en Iran, parce qu'il y a un moment donné où dans cette lettre du voyant, où il nous dit, et ça j'y souscris absolument, il nous dit, mais l'artiste véritable, celui qui joue à une lettre, mais le véritable, c'est celui qui est connecté avec justement l'énergie vitale dont nous parlions tout à l'heure. Il y a la vie qui veut la vie, et l'artiste est celui qui est branché directement sur cette vie qui veut la vie. L'artiste digne de ce nom, je dirais. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui est branché sur une énergie qui peut faire de la poésie, mais qui peut faire des performances, qui peut faire des films, des romans, des poèmes au sens classique du terme, mais qu'il y a une espèce de temps d'avance. Et à un moment donné où je me disais que c'est quand même sidérant si on écoute des pièces brèves, maintenant c'est un pléonasme, mais des pièces d'Anton Webern, très brèves. On se dit, mais c'est une musique qui marcherait très bien si on faisait un reportage sur les chambres à gaz. C'est-à-dire qu'avant que les chambres à gaz aient lieu, Webern a pensé l'atmosphère de nihilisme total qu'on trouve dans les chambres à gaz. C'est-à-dire cette espèce de silence de bord de mort. Enfin, c'est la porte ouverte sur l'enfer. Vous écoutez certaines pièces de Webern et vous vous dites, c'est déjà entendu. Ce monde vécu par, hélas, tant de gens, eh bien, d'aucuns l'ont entendu avant qu'il ne soit et ont été capables d'en faire des pièces. Je pense justement plus à Webern qu'à Schoenberg ou à Berg, mais dans cette espèce de radicalité du diamant musical. Parce qu'effectivement, le poète, pour moi, c'est pas seulement celui qui écrit de la poésie, hein, ça peut être celui qui, effectivement, compose des œuvres aussi brèves que celle-ci, mais ça peut être aussi d'autres pièces. On pourrait parler je sais pas, les dernières pièces de Liszt, par exemple, laissent une place terrible au silence. Et je dirais, Debussy va s'engouffrer dans ce silence pour en faire presque sa marque de fabrique, avant qu'un John Cage, par la suite, fasse 4 minutes 33 de silence, en nous disant que la musique, ça n'était plus que ça. C'est le bruit que faisaient les gens dans la salle, en toussant, ou en se déplaçant, et en disant, mais voilà, la vérité de la musique, c'est l'abolition de la musique, la vérité de la peinture, c'est l'abolition de la peinture, etc., etc. Et je pense que si nous retrouvons une espèce de lignage, d'où Archiboldo, qui n'est pas codé du tout, c'est extrêmement simple, Archiboldo, tout le monde le connaît, c'est-à-dire c'est le portrait du libraire, ce sont les oreilles, le nez, la bouche, tout ça c'est fait avec des livres. Le portrait du poissonnier, c'est fabriqué avec des poissons. Le portrait de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne, eh bien ce sont les fruits d'été, les fruits d'automne, etc.
Et on se dit, alors que c'est extrêmement codé quand même, Arcimboldo, attention, je ne dis pas que c'est une peinture simple, mais c'est une peinture que les gens simples, et j'aime cette expression, c'est pas pour moi méprisant, mais les gens simples peuvent comprendre, pendant que d'autres qui auront une complexité, par exemple, esthétique, pourront placer les toiles d'Arcimboldo dans un courant qui est celui, justement, d'un maniérisme hyper civilisé, hyper cultivé, avec ce que Salvatore Garcia appelait la pointe, ce genre de choses extrêmement intelligentes. Et donc, je crois que nous avons une espèce de contre-histoire de l'art, et qu'à côté des œuvres qui célèbrent l'absence, le silence, ou l'absence comme présence, eh bien, je dis, mais allons voir du côté, aussi bien d'un Arcimboldo que du land art, qui sont effectivement des gens qui nous disent, regardez la matière du monde, la matérialité du monde, la vitalité du monde, la poésie du monde, la beauté du monde. Il y a un sublime naturel, disait Kant, mais il estimait que le plus grand des sublimes était effectivement, enfin, un sublime culturel, pardon, mais il y a un sublime naturel qui est le premier, quoi. J'ai fait tout à l'heure un petit tour au-dessus de votre volcan, on est dans des paysages sublimes. Et cette sensation du sublime existe, et ça c'était chez Longin avant, c'est chez Schiller après, c'est avec Kant, etc. Cette réflexion sur le sublime, le spectacle est tellement grand, je suis tellement petit. On survole ma fac, le cirque, et on se dit, je ne suis rien du tout, et cette tension entre ce spectacle sublime et notre petitesse génère le sentiment du sublime, dont je dis qu'il est à l'origine de tout sentiment religieux. Pas dire de toute religion, mais de tout sentiment religieux. Et j'invite effectivement à écouter les poètes, à écouter les musiciens, à lire les poètes, à écouter les musiciens, à regarder le travail des artistes pour dire, mais écoutez-les, quand ils sont vraiment branchés sur la vie qui veut la vie, ils nous indiquent la voie, et la voie, là encore, elle est matérialiste. Moi, quand je propose une spiritualité, elle n'est pas du tout indexée sur de la transcendance ou sur du divin, mais elle est indexée sur des paysages, sur des rapports au paysage, sur quand à un moment donné, vous avez lu une phrase qui disait quelque chose du genre tâche d'augmenter ta présence au monde. Eh bien, on vit parfois à côté de paysages magnifiques qu'on ne regarde plus. On ne regarde plus les levées de soleil ou les couchers de soleil. On ne regarde plus la couleur des nuages. On ne regarde plus la texture des feuilles quand elles avancent. Ou le duvet d'une fleur qui s'annonce avec un bourgeon, ce genre de choses. Je dis, mais la poésie japonaise, les haïkus en l'occurrence, sont des invitations à vous faire présent au monde. C'est-à-dire que le Christ, comme figure, nous invite à célébrer l'absence, et là je dis, mais faites l'inverse, soyez présent au monde. Et tout ce qui vous ramène au monde, dans la peinture, dans la musique, dans la littérature, etc., doit vous donner des occasions de jubilation et de connaître un sentiment du sublime qui va dans le sens dont nous parlions tout à l'heure, à savoir un sentiment hédoniste. Il s'agit d'avoir du plaisir, et le plaisir, il est dans cette capacité à dire attention, quelque chose de beau se prépare à l'instant, c'est une vague qui arrive, c'est une traînée rougeoyante dans un ciel, c'est un oiseau qui vient de chanter, c'est une trace qui est laissée là par un insecte, enfin, toutes ces choses qui font que vous pouvez, si vous avez cette sensation, cette émotion, cette perception, vous mettre à écrire un haïku, il viendra tout seul. Merci de vos chaleureux applaudissements. Les mots que Michel vient de prononcer sont vraiment une invitation à la vie véritable. Alors tout de même, je ne voudrais pas vous priver, et je crois qu'un échange quand même s'impose. Si nous pouvons disposer d'une petite demi-heure, ça va, on ne vous épuisera pas trop? Nous avons l'éternité devant nous. Ah, ça c'est vrai, merci. Est-ce qu'il y a des dames dans la salle qui veulent... Non? Bon alors donc... Vous êtes là, c'est bien, d'accord. Alors, je ne voudrais pas faire de sectarisme, mais on pourrait donner la parole aux amis de l'université, les vrais, ceux qui adhèrent, vous voyez? Ah oui, non, mais c'est important parce qu'il nous faut vivre aussi. Voilà. Qui cotisent. Alors, restitude, merci. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Michel. Faites-moi un grand signe, madame, je ne sais pas où vous êtes. Oui, d'accord. Bonsoir et merci d'être venu nous saluer dans notre petite France de l'océan Indien. C'est très sympa de votre part. Nous connaissons, je crois, le philosophe, en tout cas un peu, mais moi je suis davantage émerveillée. Je ne vous flatte pas parce que je serais contrariée si vous le pensiez. Je préfère encore le poète que vous êtes. Alors, on ne quitte pas complètement le cosmos,
quand on lit ce petit livre qui m'a beaucoup touchée, beaucoup plu, où vous évoquez votre père justement et qui s'intitule « La sagesse des abeilles ». Je ne vous connais pas encore par cœur, je ne peux pas vous citer par cœur, je ne vous ai pas encore appris. Et donc, je vais lire ce que vous écrivez dans La sagesse des abeilles. Mais madame, c'est comme si vous me demandiez de me mettre tout nu sur scène. C'est terrible ce que vous allez faire. Non, je veux bien me mettre tout nu, je préfère. Vous écrivez donc ceci, avec la musique d'ailleurs que vous conseillez tout à l'heure. Les abeilles portent une parcelle de cosmos, donc de divinité. Elles sont des dieux volatiles et mobiles, des dieux subtils et graciles, des fragments du cosmos, morceaux incandescents d'univers, petite partie d'un tout lyrique et vivant. L'abeille est un élan vital, un zigzag bruissant dans l'azur de l'éternité. L'abeille est une particule d'année-lumière. Elle porte en elle le mécanisme de l'univers. Chaque abeille résume le secret du monde. Quiconque se met à l'école des abeilles découvre la sagesse des abeilles. Alors cette expression m'a beaucoup plu, la sagesse des abeilles. Quel sens lui donnez-vous, monsieur Onfray? Et quel est aussi, si vous pouvez le dire, ce secret que chacune d'elles est censée résumer? D'abord, je vous remercie. Pour moi, c'est toujours très touchant d'entendre lire mes poèmes. J'ai fait une dizaine de recueils de poèmes, dont des haïkus, en l'occurrence. Mais ce texte-là c'est une commande d'un ami avec lequel on a fait une pièce de théâtre, donc ça a été dit sur scène. Mais j'avais toujours cette difficulté à m'entendre dire, même avec ce que vous avez lu tout à l'heure, parce que j'ai vraiment l'impression que le texte est fait pour une intimité à deux, vraiment une intimité silencieuse. Donc c'est difficile de lire des textes comme ça en public. Bon, la chose est faite. Ce que je veux dire, et c'est très exactement ce que vous avez dit, que j'ai dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans l'abeille un mécanisme qui est extraordinaire. Je disais tout à l'heure que si vous démontez la totalité de ce qui constitue une abeille et que vous ajoutez tout ce que vous aurez démonté, vous ne créerez pas une abeille. Et cette abeille, elle obéit à l'ordre du cosmos. Je disais tout à l'heure que le cosmos, c'était un ordre, c'était l'ordre de l'univers, et elle est à sa place en faisant ce pourquoi elle est faite. Nous imaginons que parce que nous sommes capables de concevoir, nous ne sommes pas destinés à être ce que nous sommes. Or, nous sommes destinés à être ce que nous sommes. On croit que la liberté est totale, elle est pleine et entière. Plus le temps passe, je me dis, mais moi je n'ai rien choisi. Et on a si peu choisi que je vois mal comment plein de gens auraient pu choisir la vie qui est la leur tellement elle est nulle. On se dit de temps en temps, on ne peut pas choisir ce métier, ceci, cela, etc. Et pourtant si, parce que hélas, plein de gens, hélas, n'ont pas le choix. Moi j'ai eu l'impression que je n'avais pas plus le choix, mais que dans mes déterminismes, eh bien finalement des chances s'étaient présentées qui avaient fait que, effectivement, moi aussi j'ai obéi à une espèce d'ordre cosmique. Je ne pense pas du tout que ma vie soit écrite ni la vôtre, dans le grand livre du monde, comme disait Diderot. Je ne crois pas que les existences se répètent, comme le disait Nietzsche, et que déjà il y a eu cette vie vécue et que nous la vivrons éternellement, et que l'éternel retour est la vérité de ce qui est, parce que Nietzsche le dit, mais des milliards de gens sur la planète le disent. Regardez ce que sont les hindouistes, par exemple, les bouddhistes, tous ces gens qui croient à la réincarnation, les animistes, les polythéistes qui existent encore aujourd'hui, ou les chamans. Donc je pense qu'effectivement, il y a un mystère de l'univers, mais quand j'ai dit ça, c'est là pour moi quelque chose qui restera mystérieux, c'est quelque chose qui, en l'état actuel de la connaissance, ne nous permet pas de dire c'est ainsi. Quand Lucrèce parle de la foudre, il dit, mais attendez, la foudre, ce sont des atomes qui se frottent et qui produisent une espèce d'énergie, et ça produit des éclairs, ça fait du bruit, ça s'appelle de la foudre, mais ce ne sont pas des dieux qui se mettent en colère. C'est-à-dire que si vous faites avancer la connaissance, vous faites reculer la foi, vous faites reculer la religion. Il y a un moment donné où, effectivement, on fait avancer la science, parce qu'on se dit, ben non, l'univers aujourd'hui, il est ainsi constitué. Quand Yuri Gagarin se trouve dans l'espace, qui dit, ah, mais je ne vois pas de Dieu autour de moi, effectivement, il y a une espèce d'imagerie judéo-chrétienne qui tombe par terre, parce que d'un seul coup, il va falloir refaire un monde à partir de ce que le réel vous dit. Et donc, tout ce que le réel nous dit aujourd'hui, théoriquement, nous permet d'avancer dans la connaissance qui nous manquait. Et comme cette connaissance nous manquait précédemment, on parle de mystère, on est dans ce cas-là. Et Spinoza dit les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent.
Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Et Spinoza dit, quand vous avez compris ça, alors vous êtes libre. C'est ça le paradoxe, mais en même temps c'est ça la vérité. Si vous avez compris que vous n'étiez pas libre, alors vous êtes véritablement libre. Quand vous souscrivez à cette idée-là, vous découvrez ce qu'il appelle la joie, ou la béatitude, ça dépend de la façon de traduire le mot latin. Et puis on a exactement la même chose chez Nietzsche. Et je pense qu'il y a exactement la même chose chez les animaux quand ils sont effectivement dans la souscription au cosmos, puisque c'est leur nature. Nous, on ne souscrit pas au cosmos parce que les paysans le faisaient naturellement, ils le faisaient bien pendant des siècles. Et depuis l'urbanisation, depuis que la lumière naturelle, la lumière naturelle a disparu au profit d'une lumière artificielle, on ne sait plus ce qu'est la nuit véritablement. On ne sait plus non plus ce qu'est le jour véritablement. Et ce que les abeilles nous enseignent, c'est une espèce d'ordre. L'ordre de la ruche, c'est un cosmos, et si nous savons regarder ce qu'est le cosmos de la ruche, alors nous devrions pouvoir comprendre dans quelle ruche nous nous trouvons, et cette ruche-là, c'est l'univers, ce sont les univers. Oui, je voulais aborder il y a deux mots qui m'ont interpellé dans ce que vous avez dit. Il y a plein de choses qui étaient effectivement intéressantes, mais vous avez balayé au départ sur l'âme, en disant que je ne parle pas de l'âme, et à la fin vous avez parlé de spiritualité, et vous l'avez redit qu'une seule fois. Et j'avoue que quand j'entends ce que vous dites si bien, je pense souvent aux populations animistes qui avaient vraiment une sensibilité, une émotion, qui font le lien entre philosophie et spiritualité. Et j'aimerais bien vous entendre sur justement la notion de spiritualité. Vous avez déjà répondu à la question en la posant, parce que de fait, vous avez raison, j'utilise le mot âme, j'utilise le mot esprit, j'utilise le mot spiritualité, mais ce sont évidemment, comme vous le savez, trois mots qui ont été présentés par le christianisme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment est-ce qu'on peut être athée et parler d'âme? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on ne croit pas en Dieu et en même temps parler de spiritualité? Comment pouvez-vous imaginer que vous auriez le monopole, vous les croyants, de l'âme, de la spiritualité ou de l'esprit? Donc j'utilise le mot esprit, mais en disant qu'il est matériel, l'esprit. Et l'esprit de quelqu'un qui meurt, c'est quoi? C'est les souvenirs qu'il nous a laissés, c'est son regard, c'est son sourire, c'est sa démarche, c'est sa façon d'être, c'est sa voix. C'est toutes ces choses-là qui nous restent quand on a perdu des gens qu'on aimait, et dont on peut dire qu'il s'agissait de l'âme, de la personne disparue. Et c'est pas quelque chose d'immatériel. Cette âme, elle durera autant que je durerai, autant que dureront les gens qui seront capables de poursuivre cette âme matérielle qui existait. Donc les cimetières sont pleins de gens qui sont vraiment morts, parce que plus aucune âme ne porte l'âme qui fut la leur. Donc ça reste une définition matérialiste, une définition de l'âme, et la spiritualité c'est exactement la même chose, c'est-à-dire je dis, mais on n'a pas besoin d'une transcendance, de quelque chose d'au-delà du monde, pour qu'on puisse donner un sens à l'univers. Moi l'immanence me suffit comme transcendance. L'immanence c'est l'ici-bas, la transcendance c'est l'au-delà, mais moi je trouve qu'il y a assez d'au-delà dans l'ici-bas pour qu'on n'ait pas besoin d'aller voir ailleurs. Et la spiritualité pour moi c'est l'art d'aller chercher ce qu'il y a de transcendant dans l'immanent. C'est Flaubert, je crois, qui disait, mais si à un moment donné vous regardez fixement et longuement un objet, d'un seul coup sa vérité vous apparaîtra, c'est-à-dire que si vous regardez fixement de manière assez énigmatique une fourchette, une cuillère, d'un seul coup la vérité de cet objet vous paraîtra évidemment poétique. Et je pense que nous ne savons pas faire ça. On prend une fourchette, on s'en sert, et puis voilà. Mais on ne s'étonne plus du monde. Et je pense qu'il y a une spiritualité quand on interroge sa présence au monde. Et quand on essaie de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, quelle jouissance il y a à voir les choses telles qu'elles sont ou comme elles sont. Et ça, pour moi, c'est une spiritualité païenne. Et païen, vous savez, l'étymologie renvoie à paganisme, aux païens, aux paysans, pardon. Et à l'époque, on parle d'agriculture, et le mot culture proviendra du mot agriculture. Ce sont des mots qui étaient en relation. C'est-à-dire que quand on ne savait pas trop comment les choses se passaient, on savait bien effectivement que si on se met du blé, on allait avoir du blé, qu'on allait pouvoir faire les moissons, qu'on allait pouvoir faire du pain, et puis, etc., etc. Mais on ne savait pas trop. Alors il fallait que les dieux soient d'accord, pas d'accord, qu'ils envoient de la pluie ou pas de la pluie, mais pas trop, du soleil, pas trop, etc. Et le prêtre à l'époque, c'était celui qui disait ce qu'il fallait faire. Alors évidemment, il y avait des ablutions, et on disait, on invoquait Cérès, le dieu de la fécondité, de la fertilité, ou ce genre de choses. Et puis on invoquait les dieux pour que la nature puisse nous être faste. Et puis à un moment donné où l'invocation des dieux pour que quelque chose de faste nous advienne est devenue la culture. Et on a séparé ça effectivement de la transcendance des païens parce qu'on s'est ruralisé, je dirais. Il n'y a plus besoin d'avoir une spiritualité païenne quand il n'y a plus de paysans et qu'il y a des villes. Et puis à un moment donné, vous voyez, enfin je dirais à un moment donné, moi j'ai vu la disparition des campagnes, et mon père plus encore. Et à un moment donné où après la guerre, on a dit, hop, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, on supprime les villages, on supprime les campagnes, on veut faire des petites villes à la campagne, on a le fantasme de la ville quand on est dans un village, on veut faire un rond-point, on veut des éclairages toute la nuit, on veut être une mégapole alors qu'il y a 500 habitants.
et on se dit, mais gardez une espèce de vérité de la présence au monde, et vous verrez effectivement qu'on n'a pas besoin de transcendance pour jubiler de ce qui nous est offert. J'ai une maison dans mon village natal, il y a un moment donné où la commune coupe l'électricité, je suis dans mon jardin, je vois la Voie lactée comme on ne la voit nulle part ailleurs. Enfin si, dans le désert par exemple, si vous êtes dans le Sahara, c'est l'impression que vous levez la main et vous allez décrocher des étoiles, tellement c'est magnifique, il n'y a pas de pollution, plus de pollution lumineuse. Mais la spiritualité, pour moi, elle est là. C'est-à-dire, ayez le sens du sublime, regardez ce que la nature vous enseigne, nous enseigne, et puis vous verrez comment, d'un seul coup, la jubilation peut s'emparer de nous. Pour le coup, c'est une spiritualité païenne, c'est un esprit matérialiste, et on peut parler, pour le coup, d'une âme matérialiste, parce que ce sentiment-là, vous l'aurez eu avec votre corps. C'est votre corps qui aura perçu la grandeur du cosmos et la beauté de la Voie lactée. Donc pas besoin de Dieu, ni au singulier, ni au pluriel. Jacques, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour, Michel Onfray. Avec mon épouse, on vous suit depuis très longtemps. Et on voit chez nous, même si on n'est pas, en ce qui me concerne, je suis un grand ignorant, j'ai malheureusement très peu de références culturelles, très peu de références de lecture, etc. Mais je vois chez vous quelque chose qui me fait penser à un gars que vous n'aimez pas trop. Et pourtant, vous avez, tout au long de votre discours ce soir, à plusieurs reprises, fait référence à lui. Et ça m'a un petit peu surpris en même temps, ça révèle chez vous quelque chose de profond. Et je pense que, comme moi et puis comme d'autres, vous avez certainement mélangé des expériences négatives, et puis après, vous les mettez devant et vous refusez certaines vérités que vous donnez en plus. Alors, je vais l'expliquer. Très courtement. Donnez-nous le nom du gars. Voilà. Vous allez rappeler vite, c'est qui le gars? Alors le gars en question, il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul et c'est lui qui parle de la nature. Saint-Paul? Oui. Ah non, il n'y a pas que lui. Non, il n'y a pas que lui, non, mais je veux dire Paul, quelqu'un qui... Bon bref, on aura peut-être l'occasion d'échanger entre nous, mais en tous les cas, lui, il parle de la nature comme d'un livre qui révèle le beau, qui révèle tout ce que vous avez évoqué. Où allez-vous chercher ça chez Paul? Jamais, nulle part, il dit ça. Si, il faut lire l'Épître aux Romains, mais c'est pas grave. Non, c'est pas... J'ai un peu lu, peut-être autant que vous, mais j'ai lu les Actes des Apôtres, il ne dit jamais ça nulle part. Dans l'Épître aux Romains, si. Mais c'est pas tellement ça. Traduction que vous aurez faite personnellement, mais il ne dit pas ça, Saint-Paul. Enfin bon, admettons qu'il est... Non, ce que je voulais dire, c'est que vous avez fait des affirmations qui, pour certains, peuvent être très violentes, concernant la non-existence d'une personne qui a marqué notre histoire, pas que la nôtre, hein, sur le plan universel. Et cette personne... mais nommez-la, Jésus. Oui, simplement le sait. Alors, vous ne parlez pas de Paul, il faut que je vous arrache le mot de la bouche, vous ne parlez pas de Jésus, il faut que je demande de cette personne sa vie. Enfin bon, c'est une manière de parler. Franchement, parce que... Non. question. Non, allons à la question, si tu veux bien, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent la parole. La question, c'est simplement, est-ce que vous accepteriez une fois d'avoir un entretien sérieux, un échange avec vous? Avec moi, pourquoi pas. On a déjà parlé il y a combien d'années quand vous êtes venu? Je vous ai vu 3 minutes, on descendait sur un chemin. C'est beaucoup, hein. Je sais que vous avez Jésus faisait des trucs en 3 minutes. Hein. Enfin voilà, en tout cas, moi ce que je souhaite, c'est le meilleur pour vous, comme pour tout le monde. Oui. Et la liberté dont vous avez parlé tout à l'heure, je ne suis pas le seul, on l'a trouvé, c'est quelque chose de fantastique. Et il y a une espérance extraordinaire. Et je me souviens de la femme m'a lu, dernière évocation, une réflexion que quelqu'un vous a fait. C'était aujourd'hui, je crois, elle a dit ça, ou je sais pas quoi. Non, Jacques, vas-y vite. Voilà. En tous les cas, le présent est là, et il y a quelqu'un qui vous a salué juste avant de partir, et qui vous a dit ça. Alors, c'est quelqu'un avec le gars, le troisième énigme, le père, le fils, Non. Qui d'autre? Alors voilà, tiens, si tu veux bien. Non, alors, juste 2 mots, parce que pour le gars Jésus, je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses, parce que quand même, je trouve assez sidérant qu'on puisse dire, mais vous êtes insultant en disant de Jésus qu'il n'a pas existé, enfin, choquant, violent, je ne sais plus ce que vous avez dit, mais je n'ai pas forcément repris le mot, mais dans l'esprit ça reste ça. Mais la totalité des gens de la planète, sauf les chrétiens, ce qui fait quand même du monde, c'est une majorité, ne croient pas que Jésus ait physiquement existé. Moi d'ailleurs, je serais chrétien, je n'aurais pas besoin de croire à cette fiction-là.
C'est pas ça la vérité du christianisme pour moi. L'idée de dire, vous avez un garçon qui arrive du ciel, il a un père, mais il n'est pas géniteur, il a une mère, mais elle ne le porte pas, alors vous me direz, c'est déjà du don de sperme et de la gestation pour autrui, et de la prédication médicalement assistée, et donc la vérité du christianisme s'avère aujourd'hui. On peut pas dans tous les mécanismes dans cet ensemble. Mais on a le droit de poser des véritables questions en disant il n'y a aucune preuve historique de l'existence de Jésus. Aucune. Il y a des textes dans lesquels il est question de Jésus qui sont des textes qui n'existent pas dans leur version manuscrite originale, c'est-à-dire que là où Suétone en parle, là où Flavius Joseph en parle, ce sont des textes qui nous restent non pas de l'époque de Suétone, de Flavius Joseph, mais qui sont des copistes de moines du 7e ou du 8e siècle, c'est-à-dire à une époque où le christianisme est devenu vérité officielle à cause ou grâce, direz-vous, moi je dirais à cause de Constantin au début du XVe. Et donc, on se dit, mais moi je veux bien, je prends les choses réellement, et je me dis, mais il n'y a pas de preuve de l'existence physique réelle de Jésus. En revanche, il y a une preuve qu'on appelle la typologie, quand on faisait jadis des études de théologie, ça s'appelait de la typologie, et qui consiste à dire, les Juifs ont un corpus dans lequel ils nous disent, un jour un Messie viendra, il sera comme ceci, il sera comme cela, il sera etc., etc. Et puis un jour, vous avez quelqu'un qui dit, mais c'est plus la peine de l'attendre, il est déjà venu, et il a déjà fait ceci, déjà fait cela, etc. La biographie de Jésus, elle est copiée sur l'annonce de ce que dit l'Ancien Testament. Donc c'est un personnage conceptuel, Jésus. C'est pas un personnage réel, et c'est pas insultant de dire à un chrétien qui croit à un personnage qui a été fabriqué à partir du judaïsme, avec des juifs qui nous disent non, il n'est pas encore arrivé, le Messie est toujours à venir, ce sont ceux qu'on appelle les juifs aujourd'hui encore, et ceux des juifs qui nous disent non, ce Messie n'est plus à venir puisqu'il est venu, qu'il s'appelait Jésus, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a fabriqué une biographie, et ceux qu'on appelle les judéo-chrétiens, avant de faire sauter le judéo-chrétien pour que ça devienne des chrétiens. Donc je vous donne une proposition historique, une proposition philosophique, qui me paraît sérieuse et qui est une position tenue par les gens qui, je disais, faisaient ce qu'on appelle typologie quand ils faisaient de la théologie chrétienne. Ça n'est pas insulter quelqu'un que de lui dire ça en lui disant mais si vous croyez à la vérité de Jésus et que vous pensez effectivement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, que le troisième jour il est ressuscité, il est descendu. Essayez, quand vous regardez, quand vous arrivez dans un village africain et que vous assistez à une cérémonie des masques, chez le Gong par exemple, vous ne croyez pas à ce Dieu-là, mais vous estimez effectivement que c'est une divinité, que, etc., etc. Vous pouvez faire la même chose avec votre propre religion. Ça s'appelle faire de l'histoire. Ce que nombre de musulmans refusent de faire aujourd'hui. Ils viennent paraître, là je l'ai acheté avant de partir, les 3 volumes au cerf, c'est-à-dire 3 fois 1000 pages de contextualisation du Coran. Mais soit vous pensez effectivement que Dieu s'est adressé, que Allah s'est adressé à Gabriel qui se met à écrire alors qu'il est illettré et qu'il écrit sur une omoplate de chameau et qu'à ce moment-là vous avez le Coran et c'est une vérité révélée, vous pouvez croire ça. Mais vous pouvez aussi dire, mais ça vient d'où, comment, qui a eu ce texte-là entre les mains pour la première fois, y a-t-il eu plusieurs Corans, ou est-ce que ça se trouve écrit par qui sont ces gens qui nous disent qu'avant le Coran, il n'y a rien du tout, alors que vous avez des ébionites qui sont justement des sectaires judéo-chrétiens qui vont rendre possible par la suite l'écriture du Coran. Je demande juste qu'on fasse de l'histoire religieuse, pas de l'histoire sainte, qu'on fasse de l'histoire du texte, et qu'on puisse prendre Jésus au sérieux. Alors évidemment, je n'en ai pas parlé, hein, donc, mais il faut juste le prendre au sérieux en disant qui est-il, à quoi ressemble-t-il, quelles sont les données historiques possibles, etc. Et il y a quand même une vieille tradition là-dessus, de Bruno Bauer à Feuerbach au XIXe siècle, jusqu'à même éventuellement Benoît XVI, qui était un grand théologien et qui a écrit un Jésus qui est tout à fait dans l'herméneutique chrétienne, mais en passant par Renan, qui fait une vie de Jésus formidable. Vous avez la possibilité d'aborder cette question-là, pas seulement en croyant, bien sûr vous avez le droit de croire, mais on a aussi le droit de penser. On a aussi le droit de philosopher. Jésus est un objet philosophique. Le christianisme est un objet philosophique. Le judéo-christianisme, le judaïsme, le christianisme, Saint Paul sont des objets philosophiques parce qu'il n'y a que des objets philosophiques. Et il faut cesser de croire qu'on ne pense pas comme vous, on vous insulte. On invite juste au débat, juste au dialogue, en disant, mais prenons les choses en main, et puis allons-y sur l'historicité de Jésus. Il y a une thèse qu'on appelle mythiste, qui était défendue par des gens comme Prosper Alpharic, par exemple, ou Charles Guibert, qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, qui ne sont évidemment plus du tout édités, mais qui sont des gens qui vous disent ce que je dis. Ce ne sont pas des recherches que j'ai pu faire moi-même, mais quand je les ai vues, je me dis, c'est pas la peine de faire le travail, il a déjà été fait. Donc je suis de ceux qui soutiennent la thèse mythiste, mais je ne suis pas à l'origine de la thèse mythiste, je vous dis, regardez, des gens comme Alpharic, qui sont des curés, des prêtres, qui sont allés au séminaire, qui ont commencé à travailler, qui ont lu les textes, et qu'à un moment donné, ils disent, ça ne marche pas ce truc-là. Vous avez 4 évangiles, vous en avez 3 qui sont synoptiques. On dit synoptiques parce que si vous les mettez côte à côte, vous les lisez, ils disent la même chose. Ben, faites l'expérience, personne ne fait ça.
Prenez les 3 évangiles synoptiques, faites-le ce soir en rentrant et prenez la nativité, uniquement la nativité. Vous regardez Luc, Marc, Matthieu, les de côté Jean, c'est les plus mystiques, et prenez ces 3-là. Vous allez voir des différences majeures. Et vous faites ça avec tout, vous faites ça avec la crucifixion. Alors vous en avez un qui dit il y a 3 personnes, il y en a un qui dit 2 personnes, il y en a un qui dit il a dit ça, l'autre qui dit non, il a dit ça. Vous dites, mais on voit bien que c'est un texte historique. Aucun des évangélistes n'a connu Jésus, et pour cause. Ils ont tous écrit 50 ans après sa mort. Donc on peut aussi donner ce genre d'informations. Ah oui, non mais sauf à croire les évangélistes n'ont jamais connu Jésus. Et c'est une preuve de l'inexistence historique de Jésus. Les gens ont l'impression que les apôtres, les évangélistes, c'est la même chose, il y a une espèce de confusion mentale parce qu'il y a un manque de culture sur la question de la religion. J'invite, moi, à ce qu'on puisse penser et l'islam, et le christianisme, et le judaïsme, j'allais dire en athée, parce que je suis athée, je dirais en historien. La foi, après, c'est autre chose. Moi, je serais catholique, je dirais oui, Jésus n'existe pas, et alors, qu'est-ce que ça change au message du Christ? Et puis voilà, l'affaire est réglée. Il ne faut pas faire une fixation sur cette inexistence historique de Jésus, puisque pour l'instant, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les preuves en faveur de l'inexistence sont bien là, alors que vous ne disposez d'aucune preuve en faveur de l'existence de Jésus, sauf la foi. C'est plus que 3 minutes. Oui, Michel Onfray, c'est un peu assez intimidant de parler après vous, parce que vous maniez les concepts et les mots de manière remarquable. À part ça, je voulais vous dire, vous m'avez fait fantasmer, et pas simplement... Arrêtez là, arrêtez. Merci beaucoup, bonne soirée. Je n'ai pas fini, pas seulement parce que je vous lis dans mon lit. Non, vous m'avez fait fantasmer parce que vous avez créé ce concept d'université populaire. Et ça fait rêver. Qu'est-ce que c'est qu'une université populaire? On est à 9000 km de Caen. J'ai dû y aller peut-être une fois ou deux, mais j'ai jamais vu une université populaire. Et j'imagine, là, tout à coup, à la place de tous ces gens qui sont là, j'imagine des gens du marché de producteurs où je vais tous les dimanches acheter des légumes. Et je me dis, est-ce que vous leur parleriez de la même façon? Qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que c'est quoi l'université populaire, en clair, ici, à La Réunion? Est-ce que vous pouvez importer ce concept? Ça m'intéresse parce que là, vous êtes original. Excusez-moi, vous êtes très original dans ce que vous dites. C'est très intelligent, certainement, enfin, je veux dire. Mais ce concept d'université populaire, c'est-à-dire pas simplement de parler avec des mots clairs, ce qui est déjà très bien, parce que merci d'utiliser des formules accessibles à tout le monde ici. Mais est-ce que vous pourriez utiliser ces mots-là avec les gens de mon marché de producteurs du dimanche matin? Alors d'abord une précision, je n'ai pas inventé le concept d'université populaire, je l'ai réactivé parce qu'il a été inventé par un ouvrier proudhonien qui s'appelle Georges de Herme et qui a créé ce concept-là au moment de l'affaire Dreyfus. Et donc vous savez bien que la France s'est trouvée coupée en deux au moment de l'affaire Dreyfus, ceux qui estimaient que Dreyfus était coupable et ceux qui estimaient qu'il était innocent, avec une France antisémite, et puis une France qui n'était pas forcément philosémite, mais enfin bon, il y a eu l'affaire Dreyfus, et effectivement, Georges de Herme dit « mais l'antisémitisme est une bêtise, et pour lutter contre cette bêtise, il faut de l'intelligence ». Et donc, plus on augmentera le savoir, plus on fera reculer la bêtise, moyennant quoi on va créer des universités populaires. Qu'est-ce qu'une université populaire à l'époque? C'est la possibilité pour des gens brillants, Élie Faure, par exemple, qui fait son histoire de l'art comme ça, mais aussi Paul Valéry, mais aussi Bergson, mais aussi Alain, le philosophe, Simone Veil, le philosophe, de dire j'ai un savoir, je vais au contact, alors je vais prendre utiliser le vocabulaire un peu de l'époque, mais je suis un intellectuel et je vais au contact de la classe ouvrière. Donc effectivement, les gens à l'époque travaillaient 50 heures par semaine, ils étaient exploités, même s'ils avaient eu la chance d'aller un peu à l'école, ils étaient privés de culture, de savoir, de lecture, etc. Et donc il y a un contact qui se fait entre le peuple et les élites, pour utiliser pour le coup le vocabulaire d'aujourd'hui. Il se fait par la suite que, comme c'est libre, comme c'est ouvert, les cléricaux arrivent en disant il faut absolument qu'on prenne de la place là-dedans. Il va y avoir des gens qui vont dire on les accepte les cléricaux, puis on va débattre. Puis d'autres qui disent ah non, les cléricaux, c'est des gens qui veulent nous enseigner des trucs, c'est pas la peine, etc. Ça va se fracturer, la guerre 14-18 arrive, et on découvre qu'effectivement l'éducation populaire ne suffit pas. Moi je me retrouve en 2002 comme un électeur, comme tous les gens qui étaient en âge de voter à cette époque-là, avec un Jean-Marie Le Pen, présent au second tour des présidentielles, par le jeu démocratique. C'est plus compliqué que ça, mais quand même par le jeu démocratique, il est là. Et tous les intellectuels disent le fascisme ne passera pas, etc., etc. Et moi je dis, bon c'est bien tout ça, mais Le Pen c'est un symptôme. Vous défendez une politique qui le rend possible, et quand il est là, vous dites, oh là là, il n'est pas bien ce garçon-là, mais en même temps vous n'allez pas changer la politique qui rend ce type-là possible.
Alors je dis, faites des pétitions, appelez à l'antifascisme en disant que le nazisme est de retour, etc. Vous savez très bien de toute façon que Jean-Marie Le Pen ne sera pas élu. Donc arrêtez de faire semblant. Le président de la République, il a été élu au premier tour, et la fois suivante, on va juste faire semblant, de se faire peur, etc. Philosophe, c'est pas quelqu'un qui dit, je vais entretenir la peur. Pas Greta Thunberg, c'est ce que je veux dire. Et donc, on dit à ce moment-là, on peut alors demander de signer des pétitions, de descendre dans la rue. Et moi, l'athée, par exemple, de me retrouver à côté de l'évêque. Moi, l'homme de gauche, de me retrouver à côté du patron du MEDEF de l'Orne, et de descendre avec tout ce monde-là en disant le fascisme ne passera pas, le fascisme ne passera pas. C'est pas mon genre. Et donc je dis, moi, je préfère faire quelque chose. Je fais quoi? Je réactive le principe de l'université populaire à Caen. Je crée ça bénévolement, gratuitement. Je n'ai pas gagné un centime pendant 16 ans. J'ai fait tout ça avec des amis, avec Dorothée qui m'a aidé, on a porté ça à bout de bras. Il a fallu chercher de l'argent, il a fallu en trouver. On a vu des trucs terribles avec. Je ne vous parle pas de la nature humaine. Dès que ça a marché, on a eu des ennemis. Et puis à un moment donné, vous êtes un peu fatigué, c'est-à-dire que cette université populaire elle a disparu parce que un certain président de la République, Emmanuel M, je ne donnerai pas de nom, je ne voudrais pas qu'on reconnaisse, mais n'a pas beaucoup estimé un texte que j'ai écrit, qui a fait que, etc. Enfin, je me suis retrouvé viré de France Culture. Personne n'a trouvé ça anormal, mais 1 million de podcasts chaque été, viré de France Culture, aucun problème, fait du prince, je ne suis plus à France Culture. Pendant 3 ans, le maire de Caen, où j'habitais, où je faisais cette université populaire, n'a pas été capable de me trouver une salle. Je lui ai dit, le lieu qui sera le vôtre, l'heure qui sera la vôtre, ça peut être un dimanche matin de 9 à 11, j'irai 14 fois dans l'année. Il n'a pas su pendant 3 ans. J'ai fait 2 cours par jour, sur 7 jours, 14 séances au Zénith. Je me suis fait piquer de l'argent par le patron du Zénith. Je l'ai fait savoir dans la presse, aucun problème, ce type-là continue avec le patron du Zénith. Les universitaires à qui nous avions demandé l'autorisation de louer un amphithéâtre, 3 000 € par séance. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je paie 3 000 € pour donner un cours gratuit. Avec l'argent public, hein, puisque c'était l'argent du contribuable. On cherchait des subventions pour payer des locations de salles. Les universitaires de Caen ont fait un conseil d'administration spécial pour m'interdire la location de cet amphithéâtre. Donc, à un moment donné, vous vous dites, mais si France Culture n'est plus là, si le maire de Caen ne me soutient pas, si les communautés qui sont susceptibles de louer leurs salles ne veulent même plus me louer des salles, moi je fais tout ça bénévolement, gratuitement, j'arrête. Je dis j'arrête. Donc l'université populaire, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Je laisse aborder, il n'y en a plus. Il n'en voulait plus, il n'y en a plus. Alors pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est pas à moi d'aller sur le marché, c'est peut-être aussi aux gens du marché de venir vers moi, puisque ça a toujours été gratuit, ça a toujours été bénévole, on n'a jamais interdit qui que ce soit à quoi que ce soit, puisque dès le départ, j'ai dit on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de nom, on ne demande pas d'inscription, on ne demande pas de diplôme. On dit, vous venez, ça vous plaît, vous restez, vous venez, ça ne vous plaît pas, vous partez, il n'y a aucun problème. Le contrat, il est affectif. Alors après, on m'a dit, ouais, mais vous auriez dû faire dans les banlieues, etc. Je dis, dans les cages d'ascenseur, peut-être pour faire dans le politiquement correct. J'ai dit, il y a un lieu qui est accessible à tout le monde, où tout le monde peut venir. Je ne suis pas responsable du fait que la dame qui s'occupe de vos fruits et légumes sur le marché ne vienne pas à mon cours. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. À quoi j'ajoute que mon cours était enregistré, il était diffusé sur France Culture, je vous ai dit tout à l'heure, 1 million de podcasts. Il a été entendu par un nombre incroyable de gens dans lesquels il y avait probablement votre marchand des 4 saisons. Parce que moi, quand je vois des gens qui me disent « Ah là là, c'était formidable, etc. », ce ne sont pas des universitaires, ce ne sont pas des gens plus simples, ce sont des gens extrêmement simples qui me disent des choses extrêmement simples. Après m'avoir reconnu dans la rue, hier, quelqu'un qui était gardien, qui était, bon, pas rentrer dans les détails, mais des gens simples et modestes. Parce que l'université populaire, ce n'était pas seulement le cours que je donnais, c'était aussi les cours qui étaient diffusés avec l'argent du contribuable, puisque France Culture, c'est votre argent, et c'est un argent public qui sert pour la propagande d'État des Maastrichtiens, qu'ils soient de droite ou de gauche, depuis des années. Donc il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais on arrête l'université populaire, mais je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire que, après c'est pas à moi de me dire du bien de moi, et je pense que les gens qui me connaissent savent que quand je suis dans un café, quand je suis dans la rue, quand on m'arrête dans un bistrot, quand je suis avec vous, là, quand je suis sur un plateau de télé, je dis la même chose. Je dis la même chose. J'ai assez dit de choses pour... ce serait facile, hein, vraiment, pour les gens, ce serait très facile de dire vous avez dit ça, puis là vous avez dit ça, puis là vous avez dit exactement le contraire. Non, je défends des idées, je défends des thèses, je les ai défendues dans une université populaire, à Caen, je l'ai défendu aussi, ma vision du monde dans une université populaire du coup. J'ai aussi arrêté ça pour d'autres raisons, on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là. Je redémarre une université populaire nomade et la semaine prochaine je suis en Corse. Le mois d'après je suis en Martinique, exprès pour que ça ne soit pas d'abord en Normandie, parce que j'ai resté en Normandie, et que ce soit surtout pas à Paris, parce que le jacobinisme, il y en a marre. Et donc je continue à... Populaire, ce n'est pas une université prolétarienne. Je pense que si on croit à l'éducation populaire, c'est à chacun de faire le boulot.
mais vraiment à chacun. Et quand je dis, quand je dis vous, c'est un vous collectif, hein, ne prenez pas pour vous, mais je dis qu'avez-vous fait, vous, chacun, pour faire de telle sorte que la cause qui est la vôtre ait pu avancer. Moi, j'ai rien à dire aux chrétiens. Je dis souvent aux chrétiens, ce que je vous reproche la plupart du temps, c'est de ne pas être assez chrétien. C'est-à-dire de ne pas aimer votre prochain, de ne pas partager, de ne pas distribuer l'argent que vous avez. Ce que je reproche aux écologistes, c'est de voyager en avion, c'est d'utiliser des 4x4 comme l'eau, etc. Ce que je reproche aux gens de gauche, c'est d'être si peu généreux, c'est de si peu partager, etc. Bon, on a le droit d'être de gauche, on a le droit d'être écolo, etc. Moi, je défends toutes les... Je dis simplement, mener une vie philosophique. C'est ça qui m'intéresse, peu importe que ce soit une vie catholique, une vie marxiste, une vie écologiste. On s'entend tous à peu près, j'ose espérer, sur tout le monde défend une vision du monde humaniste. Je dis simplement, mais vivez-la, cette vie-là. Moi, je veux bien m'entendre dire que je n'ai pas fait assez et que j'ai pas eu assez de public populaire dans mes cours et que je suis redevable du fait que votre marchande de poissons ne vienne pas à mon cours. Et je dis, je ne peux pas être coupable de toute la misère du monde. Je ne peux pas. Je dis, mais si tout le monde fait une part du boulot, ce sera nettement plus facile pour moi. Et pour vous aussi, parce que vous vous réjouiriez de trouver un sens à votre existence. Alors nous prenons donc la dernière question, si vous voulez bien, puisqu'il va être 9h. Je donne quelques indications tout de même. Évidemment, toute la sagesse, puisque je reprends le titre de Michel Onfray lui-même, toute la sagesse et le contenu de sa pensée se trouve dans les livres qui sont en vente donc à l'entrée. Hélas, là je vais vous décevoir, la séance de dédicace n'aura pas lieu. Non. Mais la compensation, c'est que vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez. Car ce n'est pas parce que Michel aura fait une griffe sur votre livre qui lui donnera de la valeur. La valeur, c'est vous-même qui la lui donnerez au livre, parce que vous l'aurez fait vôtre. Voilà. Donc cette déception étant entendue, je donne la parole à une personne encore et nous arrêterons là le débat. Monsieur Onfray, bonsoir. Des journalistes dans la salle pour transmettre justement tout ce qui a été dit ce soir et que ça soit publié dans les journaux. Madame, vous avez peut-être vu la presse locale, à savoir le journal de Lille et le quotidien. Lundi matin, la une du quotidien, c'était une grande photo de Michel, comme vous l'avez vu, et 2 pages entières. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les 2 journaux ont repris un certain nombre des idées qui ont été développées. Donc oui, les journalistes font aussi le travail. Ils ont très bien fait leur travail. D'ailleurs, je peux dire qu'il faut distinguer la presse parisienne des presses régionales ou des presses qui, les vôtres par exemple, sont très honorables. Ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a rapporté, ils ont fait un travail remarquable. Ils m'ont rencontré, on a pu parler, on s'est dit des choses. Ce ne sont pas des gens qui se sont contentés de dire sur moi des choses sans avoir lu mes livres, sans m'avoir rencontré, sans m'avoir posé des questions. Donc, je ne voudrais pas failloter, mais je veux dire que ce qu'on m'a rapporté de la presse que j'ai vue ici, pas sauver toute la presse, hein, c'est un discours d'ordre général, mais en ce qui concerne ma présence, on m'a demandé, on m'a posé des questions, on a fait une double page, ce qui est beaucoup, et que j'ai envoyé de France, enfin j'ai répondu à des textes, et les journalistes, ils sont peut-être là d'ailleurs, mais ils ont bien fait leur travail. Coucou, Paris. Alors, je voudrais que nous... alors, nous avons encore 3 minutes, allons-y. Ça va être très court. Ma question va être très courte. On a beaucoup parlé de darwinisme, donc de l'évolution. Moi, je voulais avoir votre avis sur l'intelligence artificielle, de sa place. Est-ce que c'est la future étape de l'évolution de l'homme? Avoir un petit peu votre avis sur le sujet. Oui, vous posez une belle question, il faudrait beaucoup de temps, je dirais. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, on est déjà en train de travailler sur des questions comme celle-ci. Je parlais tout à l'heure des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire que quand la puissance des ordinateurs quantiques sera vraiment avérée, là on n'y est pas encore exactement, alors là on aura des vitesses d'exécution qui seront des vitesses naturelles, pour le coup, du cerveau. Et il y a un moment donné où on va travailler, alors c'est assez paradoxal parce que c'est les définitions du rire chez Bergson, mais ce sera du mécanique plaqué sur du vivant. C'est la définition que Bergson donne du rire. Et à un moment donné, on va pouvoir utiliser des machines dans votre cerveau, on va pouvoir utiliser votre cerveau avec des machines. Et c'est là que l'intelligence artificielle va travailler, c'est-à-dire quand on aura le vivant et le mécanique, quand le mécanique sera capable d'absorber des informations données par le vivant. Et alors là, c'est assez problématique parce que bon, tout se dit, et là j'ai pas la compétence qui me permettrait de trancher sur ces sujets-là, mais il semblerait que des ordinateurs aient déjà la possibilité de faire l'économie de celui qui les programme pour inventer un langage qui leur permettrait de dialoguer entre eux et en faisant l'économie de celui qui les programme. C'est-à-dire, évidemment, vous programmez un ordinateur pour qu'il soit intelligent sans vous, et il va beaucoup plus vite que vous, parce qu'il a compris qui vous étiez, quelle économie de vous il peut faire, et il peut donc, dès lors,
créer un langage un peu comme les Impala et les Acacias dont je parlais tout à l'heure. Alors ça, j'ai lu cette information, il faudrait que je creuse pour savoir si c'est vérité, pas vérité, etc. Et cette idée qu'à programmer une intelligence artificielle, elle serait beaucoup plus vite intelligente qu'on l'imaginerait, et qu'elle comprendrait très vite que cette intelligence, elle devrait se jouer contre l'intelligence naturelle, ça fait effectivement froid dans le dos, parce que dans la logique de la transgenèse, on peut très bien imaginer effectivement des mécaniques que nous pourrions programmer qui feraient de nous des ordinateurs vides a priori sur lesquels on donnerait dans lequel du moins on intégrerait des informations. Je ne pense pas qu'il y ait matière à se réjouir de ce que l'intelligence artificielle est en train d'ouvrir comme possibilité. Voilà. Alors. C'est une grande et bonne soirée. Je crois que celle-là, vous la mémoriserez. Nous sommes aujourd'hui le 19 novembre 2019, 2 x 19, et vous garderez ça en mémoire. Merci encore à vous, vous avez été très chaleureux, très participatifs. Rendez-vous demain à Saint-Paul si vous le désirez. Merci encore. Merci encore.